Et bonjour à tous, vous êtes dans le premier épisode de Crit My Cult, on est très fiers de vous présenter ce podcast et je suis actuellement avec Maxime. Coucou! Alors au programme aujourd'hui, nous aurons les actus avec un focus sur les 100 ans de Disney où on vous dévoilera notre top 10 des chansons du studio. On passera en revue les prochaines sorties culture. Ensuite, place au jeu avec un tu préfères spécial Halloween. Et on finira sur la rubrique Unpopular Opinion pour vous parler d'un film qu'on adore. Allez, on va se lancer. Merci de nous écouter et bienvenue dans Crit My Cult. On a beaucoup de sujets à traiter et je te propose qu'on commence par le ciné. On va commencer par They Follow, qui est la suite d'It Follow, toujours réalisée par David Robert Mitchell. Déjà, trop heureux que ce film existe, je l'attendais pas en réalité. Pour moi, le premier film amenait pas forcément à voir une suite, mais je suis ravi qu'elle existe, vu que j'adore ce réalisateur et j'ai adoré le premier film. Et puis, en fait, ça me rappelle aussi beaucoup They Live, tu vois, le fait qu'ils aient mis They Follow, du coup They Live, ça me rappelle du coup le film de John Carpenter. Qui s'appelle Invasion Los Angeles. Voilà, donc ça c'est le titre français, et du coup en VO il s'appelle They Live, et du coup They Follow. Ça me rappelle un peu ça, surtout qu'en fait Mitchell est hyper inspiré par Carpenter. Toi t'as pas encore vu le film, c'est ça? J'ai pas encore vu It Follow, mais pour le coup c'est un film, c'est le genre de film dont on entend pas mal parler finalement. On me l'a beaucoup conseillé. En tout cas voilà, on a They Follow qui va sortir, on n'a pas de date de sortie encore, mais en tout cas le projet existe, ça a été annoncé par le réalisateur lui-même, et on a hâte de voir ça. Une autre annonce de film, un film A24, donc pour ceux qui ne connaissent pas A24, c'est un studio de cinéma indépendant qui produit des réalisateurs comme Ari Aster par exemple. Puis tout simplement, hein, le film qui a tout raflé aux Oscars l'an passé, qui s'appelait Everything Everywhere All at Once, avec Michel Yeo, bah c'était un film A24. C'est un studio qui laisse plutôt libre en fait ses artistes, qui les laisse réellement libres, hein, pas comme Warner, mais il propose vraiment un cinéma qui est hyper intéressant et qui est hyper pluriel. Absolument. Donc là, en fait, on va parler d'une nouvelle annonce d'un de leurs films. Le film s'appelle Death of a Unicorn. La mort d'une licorne, pour les moins anglophones d'entre nous. Voilà. Donc c'est réalisé par Alex Sharfman, j'espère que je n'écorche pas son nom, mais sûrement que je le fais, qui a déjà produit 2-3 trucs, et en fait c'est son premier long métrage à lui. On a un petit synopsis. Dans cette histoire, on va suivre un père et sa fille qui se rendent chez le grand patron du papa, mais sur leur route, ils vont percuter une licorne. Cette licorne va être récupérée par le grand patron, il va la disséquer et il va avoir des pouvoirs qui se libèrent de cette licorne. Du coup, déjà, ce premier synopsis est très intriguant, mais en plus, on a quelques infos, notamment au niveau du casting. On sait qu'on aura Jenna Ortega, donc c'est l'actrice qui jouait Mercredi dans Mercredi, la série Netflix. De Tim Burton, hein, c'est ça? C'est ça, la série de Tim Burton, donc qui reprend la famille Adams, j'imagine. Moi, j'ai pas vu la série encore. Et on aura aussi Paul Rudd, qui joue le père. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Très bonne nouvelle, effectivement. Ouais. Si vous êtes toujours pas dedans, on parlait de Ari Aster juste avant, et ben, il faut savoir que c'est lui qui est à la production du film. Voilà, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas quel impact il a vraiment sur le film, mais en tout cas, il est cité à la production. Et le coup de grâce, si vous êtes toujours pas chaud pour voir le film, eh bien, c'est John Carpenter qui s'occupe de la musique. Et ça, moi, c'est une nouvelle que je trouve... C'est incroyable. Ouais, genre même surprenante en fait. John Carpenter, c'est un peu éloigné d'Hollywood. Donc là, le voir revenir pour faire de la BO, franchement, c'est super cool. Parce que pour autant, la musique, il a jamais arrêté. Hein, il a encore sorti un album, je crois, l'année dernière. Oui, mais généralement, c'est vrai qu'il compose pour ses propres films. En fait, John Carpenter, il a composé toutes les grandes BO de ses films. Par exemple, la musique d'Halloween du film que vous connaissez tous, même si vous n'avez pas forcément vu l'original de Carpenter. Cette musique-là, elle a été composée par Carpenter. Ok, donc voilà, le nouveau film d'A24, donc c'est Death of a Unicorn, on n'a pas de date de sortie non plus, mais c'est une annonce qui nous fait plaisir. Une annonce qui nous fait un peu moins plaisir, c'est le décès de Grégoire Lassalle, qui était l'ancien patron de Allociné. Donc vous connaissez peut-être pas comme ça, mais on l'appelait Grégou. Exactement, c'était le fameux Grégou des émissions Allociné. Il n'y avait pas autant de sites qu'il peut y avoir aujourd'hui. Nous, c'était vraiment le site sur lequel, en fait, on prenait nos news cinéma. En plus de ça, le site internet proposait du contenu vidéo. Et il y avait du coup La Minute, qui était une quotidienne sur les actus ciné, avec Petite Voix et Grosse Voix, qui sont plus tard devenus Michel et Michel,
de fort accord, hein, c'était déjà le même duo. Mais il y avait aussi cette émission qui s'appelait Merci Qui. Merci Qui, ça parlait d'anecdotes ciné, et en fait ça mettait en scène 2 personnes qui travaillaient chez Allociné, donc le coach qui était quelqu'un de très autoritaire et d'assez irascible, et Grégou, qui était quelqu'un d'un peu naïf, d'un peu bénet. Il n'arrivait pas à prononcer le mot anecdote, il disait toujours anecdote. Ouais. Voilà. Ça nous a beaucoup marqué. Mais aussi, du coup, ça m'a rappelé à la fin des Merci Qui, en fait, il y avait toujours ce running gag où Grégou essayait de dire l'anecdote qu'il avait entendue, du coup, dans l'émission, à quelqu'un autour d'un café, ou je sais plus, c'était devant les distributeurs d'Allociné ou un truc comme ça. Et donc, du coup, à chaque fois, il foirait complètement son anecdote, et du coup, tout le monde se foutait de sa gueule. Et en fait, ce gars-là était le patron d'Allociné, quoi. C'est une grosse perte, en réalité. Ouais, complètement. Et donc nous, ça nous a attristés, ça nous tenait à cœur de vous en parler dans ce premier épisode, parce que, mine de rien, il a fait partie de notre apprentissage de cette passion, finalement. Exactement. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir reposer en paix, ce petit Grégou. On va pouvoir passer maintenant aux actus séries. Et donc, on a appris aujourd'hui qu'il y avait en préparation une nouvelle série Prison Break, qui serait en fait une sorte de remake, spin-off. Voilà, ce seraient pas les mêmes personnages apparemment. En fait, c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est un remake. Par contre, ils précisent que ça va se passer dans l'univers de la série. Donc, je pense que ça va être comme ce qu'on appelle les soft reboots. Qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel, c'est-à-dire que en fait on fait un spin-off où on déporte complètement l'histoire d'origine, comme ça on n'a pas besoin d'appeler d'autres personnages ou autres, mais si on veut les appeler, on peut, c'est-à-dire que rien ne nous empêchera d'avoir un T-Bag par exemple qui apparaît parce qu'il a été réemprisonné ensuite et qu'il fasse un petit passage dans un épisode ou deux, quoi. Voilà, en fait ils se laissent tout simplement la liberté de pouvoir connecter à leur guise à l'univers de la série. Et je pense que dans une époque où on fait beaucoup de remakes, reboots et autres, je toujours trouvé que c'était une très bonne manière de ne pas perdre la continuité tout en pouvant accueillir de nouveaux spectateurs. Oui, voilà, c'est ça tout simplement. Si vous voulez un exemple concret, il y a Scream qui a été rebooté de cette manière-là récemment. Ce sera du coup sur la plateforme Hulu, c'est ça, Maxime ? Ouais, c'est Hulu qui a annoncé faire ça. Ouais, donc moi, je le dis à la française, désolé. Voilà, on sait que de toute façon, Wentworth Miller ne reviendra pas parce qu'il a définitivement terminé avec Prison Break. Oui. Ça, il l'a dit plusieurs fois, il voulait déjà à peine revenir sur la dernière fois. Par contre, Dominic Purcell, du coup, qui jouait son frère emprisonné, lui n'a jamais fermé la porte. Donc ça, c'est vrai que ça va peut-être parler aux plus trentenaires d'entre vous. Mais par contre, si vous êtes plus jeune et que vous avez jamais vu Prison Break, il y a toujours cette saison 1 qui est toujours très solide. Puis vous pouvez la regarder sans forcément enchaîner avec la deuxième. La 2 est quand même aussi bonne, donc vous pouvez regarder la 1 et la 2 par exemple, et vous aurez votre dose de Prison Break. Maintenant, on va passer du coup à cette annonce de HBO qui du coup a annoncé le retour de certaines de ses séries phares et même les grosses séries phares du moment pour 2025. Je te passe la main, Benjamin. C'est ça. Donc, on aura le droit à la saison 2 de The Last of Us, la saison 3 de Euphoria et la saison 3 de White Lotus. Donc c'est des séries qui ont une certaine importance ces dernières années et moi c'est des séries que j'ai beaucoup aimées. White Lotus, j'ai pas encore regardé la saison 2, mais je sais que la saison 1 était très bonne. J'ai bien aimé The Last of Us et je suis un grand fan d'Euphoria. On se doutait qu'elle reviendrait, mais bon, maintenant on a la confirmation. Donc, pour finir, malheureusement, une triste nouvelle que l'on a appris la semaine dernière, qui est le décès de l'acteur Matthew Perry. Qu'on connaît pour Friends parce qu'effectivement, il a été quand même assez emblématique. C'est vrai que Friends avait cet avantage d'avoir des personnages avec un type d'humour complètement différent. Et c'est vrai que il avait un timing comique incroyable. C'est le premier des Friends qui part quand même assez jeune. On sait qu'aussi il a eu plein de problèmes et tout, donc j'espère aussi qu'il pourra reposer en paix. Nous, de notre côté, on va pouvoir se refaire pour la 20e fois Friends, histoire de revoir ses meilleures vannes. Et oui, et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'actu musique. Ouais, tout à fait. Bon, je pense que tout le monde en a un peu entendu parler, mais c'était cette annonce comme quoi les Daft Punk seraient à la cérémonie d'ouverture des JO. Donc ça a fait grand bruit. Du coup, ça a été démenti derrière et news, ils ne feront pas la cérémonie d'ouverture. De toute façon, ce groupe est séparé. Moi, ce qui m'interrogeait, Benjamin, c'est est-ce que du coup, on pourrait pas profiter de ça pour faire des petites prédictions, à savoir, mais qui va faire cette cérémonie d'ouverture ?
c'est toujours très important. On l'a vu avec Jean Dujardin qui a été appelé finalement pour la Coupe du Monde de rugby, où il a enchaîné tous les clichés français possibles et... Ok, j'étais pas du tout au courant de ce truc. D'accord, bah écoute, tu regarderas Jean Dujardin et les clichés français au milieu du Stade de France. Ça doit être fantastique. En vrai, c'est très drôle quand tu sais que on véhicule des clichés positifs français qui sont pas du tout vrais, mais en tout cas qui ont dû faire plaisir au monde entier quand ils nous ont vus dire ah oui, le France. Waouh. Reflétant Marcel et tout. Enfin vrai, voilà. Du coup, Benjamin, est-ce que tu aurais des petites prédictions toi concernant cette cérémonie d'ouverture des JO 2024? Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que les Daft Punk, c'était un peu le choix facile. C'est-à-dire que il faut forcément quelqu'un de nationalité française, j'imagine. Complètement. Bah en fait, des Français qui ont vraiment une rayonnance à l'international, mais à ce point-là, de vivant, évidemment, il n'y a que les Daft Punk. Je pense qu'il n'y a que les Daft Punk. En tout cas, vraiment, le côté emblématique. On va en parler, il y en a peut-être d'autres, mais le côté emblématique, voilà, tout le monde connaît leur masque, leur musique, etc. Voilà, c'est clair que s'ils étaient encore en activité, c'était eux qu'il fallait appeler. Il n'y a pas de doute. Quand on les retire de la liste, ça se réduit pas mal. Alors, moi j'avais pensé éventuellement, pourquoi pas un David Guetta pour être dans la même veine. Je pensais par exemple à Céline Dion, donc qui sera pas toute seule, parce qu'il y aura toujours le symbole qu'il faudra un franco-français pour faire le truc, mais Céline Dion est aussi quelqu'un qui représente la francophonie. Ouais, bah moi, dans la même idée, c'était un truc auquel j'avais pensé, de prendre quelqu'un de francophone et de ne pas, donc pas forcément français, et j'avais pensé à Stromae. Stromae a une importance considérable dans le paysage musical, et je pense même à l'international, j'ai pas trop la notion de à quel point il est connu vraiment à l'international, mais il l'est, ça c'est une évidence. Pourquoi pas peut-être un truc comme ça? Et après, je me suis dit, peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un qui est connu, mais pas forcément dans les pays qu'on pose, c'est-à-dire souvent les États-Unis, mais plus peut-être dans les pays latins, ce genre de choses. Et je pensais à Aya Nakamura. Et oui. En vrai, Aya Nakamura, en tout cas en France, a vraiment une aura très importante depuis plusieurs années maintenant. Et finalement, je me dis que elle a quand même du succès à l'étranger aussi, en Espagne ou voilà, dans les pays plus latinos, etc. J'imaginerais bien, pourquoi pas, Aya Nakamura. Exactement, mais moi aussi je pensais à un autre qui est très connu internationalement, qui est Maître Gims. Super connu internationalement, on a même ses albums qui performent plus à l'étranger qu'en France. Ouais, mais en fait, tout simplement, je pense que la réponse, c'est, à mon avis, il y aura plusieurs artistes. Bien sûr. Ce sera pas un seul, en fait. Bien sûr. Il y a personne pour prendre vraiment la tête d'affiche très clairement, et donc je pense qu'on aura en fait plusieurs artistes, tout simplement. Exactement, du coup, les prédictions sont faites, du coup, on refera un petit sujet au moment où ce sera annoncé, voir si on avait vu juste ou non. Donc c'est aussi une bien triste nouvelle qui nous est parvenue le 26 octobre dernier. C'est un grand nom de la musique électronique qui nous a quittés. Il s'appelait du coup Go Agile. Je sais pas si tu le connaissais toi, Benjamin, de ton côté. Non, malheureusement je le connaissais pas. Ok, ça me fait d'autant plus plaisir du coup d'en parler parce que si vous le connaissez pas non plus, c'est vraiment un grand nom de la musique électronique. Du coup, lui organisait des rave parties tout simplement sur la plage de Goa en Inde et il faisait venir beaucoup d'artistes de musique électronique qui venaient d'un peu partout dans le monde et qui du coup après revenaient chez eux en voulant faire des choses comme ça taillées pour la teuf, pour la rave, pour Goa et pour danser toute la nuit tout simplement. Est-ce que juste il invitait des gens à venir à Goa pour mixer ou lui aussi c'est un peu exporté une fois qu'il était installé là-bas? En fait, il s'est exporté un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 90, une fois que les musiques électroniques avaient explosé de partout dans le monde. Mais justement, au début, il faisait vraiment venir, en fait. C'est vraiment quelqu'un, qui a travaillé, en fait, finalement, un réseau d'artistes de musique électronique pour un peu unifier musicalement la musique électronique, mais aussi en termes de valeurs. Hein, les valeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans les mouvements de free party ou dans certains festivals, c'est des valeurs qui sont issues du mouvement psytrance à Goa, et qui sont aussi issues d'une philosophie, de la philosophie tout simplement hindoue. D'accord, ok. Merci Maxime de nous avoir renseigné sur Goagil. Goagil, 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 je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un décès qui nous attriste beaucoup et on espère que lui se trouve bien dans son nirvana.
Exactement, et puis vous penserez à lui, vous lui ferez une petite prière la prochaine fois que vous irez taper du pied toute la nuit. Exactement. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux actus jeux vidéo et jeux de société. Et Maxime, tu as encore beaucoup de choses à nous dire, parce que Nintendo a fait une grande nouvelle et tu vas nous expliquer tout ça. Effectivement, Nintendo a publié un communiqué, une sorte de charte à respecter quand tu organises des tournois. À différencier, par exemple, ce que tu peux faire ou non sur des tournois licenciés ou non, à moins de 200 personnes ou non. Donc du coup, tout le monde s'est dit, c'est la fin des événements Smash Bros. Et puis, en fait, non. Donc ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de débats. Toi, je sais pas si t'en as entendu parler de ton côté. Bah si, j'en ai entendu parler, mais du coup, j'ai pas très bien compris en quoi ça faisait peur. Le communiqué n'était pas forcément clair, parce qu'il se concentrait, en fait, autour des tournois de moins de 200 personnes, organisé par une personne physique. Donc, c'est-à-dire, toi, sans association, sans aucune structure, toi, tu fais un tournoi Smash, par exemple, chez toi, dans ton jardin. Et en fait, la charte encadre ces événements-là. C'est des tournois, comme je t'ai dit, donc c'est toi tout seul qui organise un tournoi, et en fait, toi, tu peux y aller jusqu'à 200 personnes. Mais du coup, t'es pas obligé de demander la licence Smash Bros. Mais du coup, tu dois pas faire payer des gens, pas de sponsor au niveau de tes joueurs, pas de buvette, pas de restauration non plus. En fait, ça encadre ce genre d'événement-là pour que ça reste familial et que tu te fasses pas de l'argent de manière malhonnête sur le dos de Nintendo. En fait, finalement, cette charte, elle concerne que les tournois de moins de 200 participants, du coup. Mais c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'elle concerne même pas 1% des tournois qui sont organisés, vu qu'en vrai, personne organise de tournois tout seul. Par contre, si tu veux faire un vrai tournoi, et même à moins de 200 participants, parce que t'as une structure, parce que tu veux faire gagner des prix, parce que tu veux appeler des joueurs sponsorisés, mettre un cash prize ou des trucs comme ça, c'est tout simple, en fait, il suffit juste de demander la licence à Nintendo. C'est déjà quelque chose qui a lieu, du coup, au Japon. Et pour l'instant, les organisateurs japonais qui ont demandé des licences, ils ont eu la licence autorisée sans trop de questions, moins de 24 heures après leur demande. Donc, ça ajoute au fait que ça a l'air d'être une très bonne nouvelle. Et je trouve une autre bonne nouvelle aussi là-dedans, c'est que du coup Nintendo a pas l'air de vouloir se mêler de l'organisation de tournois pour pouvoir en parler. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont une communauté d'organisation de tournois qui est très indépendante, qui a littéralement jamais eu besoin d'eux pour organiser des tournois depuis 20 ans. Donc du coup ils les laissent faire, juste ils encadrent un peu le truc, on paye une licence, et puis du coup on peut faire ça en bonne entente avec Nintendo, ce qui je trouve est plutôt une bonne nouvelle parce que après des années de rebondissement, là Nintendo reconnaît enfin la scène Smash et a l'air vraiment prêt à la laisser exister et à l'accepter telle qu'elle est, quoi. Toujours en jeu vidéo, du coup, une petite news sur Tekken 8 qui va accueillir forcément de nouveaux personnages. Et un de ces nouveaux personnages qui s'appelle Victor Chevalier sera interprété par l'acteur Vincent Cassel. Donc le personnage est un Français. C'est un peu le Français bad boy à l'international. Voilà, c'est ça, exactement. Un petit peu vieillissant, mais toujours beau gosse, bien sur lui, etc. Et c'est un peu ce que reflète le personnage. On a regardé un peu ses visuels, et c'est un peu à ça que ressemble le personnage physiquement aussi. Hein. On est sur un agent des forces spéciales des Nations Unies, et en fait, le rapport qu'il a, on va dire, avec une certaine image de la France, c'est aussi le rapport au chevalier. C'est-à-dire qu'il est issu d'une lignée de chevaliers, et que lui-même, on est clairement dans le mythe du chevalier blanc. Hein. C'est-à-dire qu'il a un costard gris, il est français, et en plus de ça, il veut sauver la veuve et l'orphelin, c'est pour ça qu'il fait partie des forces spéciales des Nations Unies, enfin bref, on est dans Tekken. Voilà. Hein. En tout cas, Vincent Cassel avait l'air très heureux d'incarner ce personnage. Il a dit que en fait Tekken était une série de jeux qu'il aimait beaucoup, que en fait il jouait toujours Eddie Gordo, donc c'est le personnage qui fait de la capoeira. Pourquoi ? Parce que à l'époque, en fait, il s'était tout simplement mis à la capoeira lui-même, et du coup ça le faisait délirer d'avoir un jeu de combat qui lui permettait de jouer un personnage qui pratiquait la capoeira. Et donc voilà, c'est une anecdote qu'il raconte sur une petite vidéo que vous pouvez trouver sur son Insta. Voilà, il vous présente un peu le personnage. Donc si vous voulez en savoir plus sur Victor Chevalier, Tekken 8 et donc l'interprétation de Vincent Cassel, vous pouvez retrouver cette vidéo sur l'Instagram de Vincent Cassel. Et maintenant, on change de support et on va passer du côté du jeu de table et on va parler de cartes Magic et d'une collaboration assez spéciale. Ils en ont fait plein, par exemple avec le Seigneur des Anneaux. Mais là, cette fois-ci, c'est une toute autre licence qui est concernée.
Exactement, hein, c'est un partenariat assez inédit vu que Magic, The Gathering, s'associe avec Doctor Who pour la sortie en fait de 4 decks. On a le Universes Beyond, donc les univers au-delà, hein, globalement. Et du coup, c'est Magic qui s'associe avec d'autres licences. Hein. Donc on a eu Warhammer, on a eu l'Océan des Anneaux comme t'as dit, on a eu Stranger Things aussi, on a même eu Street Fighter, hein, pour revenir sur les jeux de combat. L'univers de Doctor Who s'articule autour du coup de 4 decks dans l'univers Magic. Donc un autour des histoires des docteurs 9, 10 et 11, donc les premiers docteurs de la dernière série Doctor Who. Un centré sur les ennemis, hein, donc on retrouve du Met, des Cybermen, des Daleks. Un autre aussi autour de l'ancienne série, où on a les 8 premiers docteurs qui constituent ce deck. Et un dernier autour des 2 derniers docteurs qu'on a connus, donc 12 et 13, hein, qui sont Peter Capaldi et Jodie Whittaker. La suite s'annonce plutôt belle, hein, pour ces éditions Universes Beyond, vu qu'on va avoir encore des cartes Jurassic Park, Fallout, Assassin's Creed, Marvel, et je pense celle qui va être la plus attendue de toutes vis-à-vis des gens qui jouent à Magic, une édition Final Fantasy. Maxime, tu n'en as pas fini avec nous parce qu'on a parlé de science-fiction un petit peu avec Doctor Who, mais si on rentrait vraiment dedans maintenant. On a eu une actualité autour de l'univers Stargate. Donc le développeur Slytherin Limited, qui vient d'annoncer un jeu de stratégie en temps réel, licencié officiellement autour de l'univers Stargate, et plus particulièrement la série de Stargate SG1. T'en avais entendu parler de ton côté, toi ? Ah non, pas du tout. Franchement, le jeu, j'en avais pas entendu parler. Faut dire que le jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, quand on est fan, disons que le fanservice est là. Et quand on n'a rien eu à becter autour de Stargate depuis quasiment 15 ans, franchement, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, voilà, si vous aimez le RTS, foncez. Si vous aimez Stargate, foncez aussi. N'hésitez pas à vous procurer le jeu. Donc il y a une démo, c'est ça ? Ouais, la démo est gratuite pour l'instant. Ok, démo disponible. Voilà, et le jeu sort dans la foulée, là, en décembre. En fait, c'est une bêta ouverte. Ok, d'accord. Et une démo, voilà, gratuite. Et le jeu coûtera une 30aine d'euros et sortira courant décembre, juste pour Noël. Et on va pouvoir désormais passer à une autre catégorie, rien à voir évidemment, mais on va parler un peu de lecture, un petit peu de littérature. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime ? J'en pense du bien, surtout qu'on a eu la sortie du dernier Astérix. Je sais pas si toi t'es amateur d'Astérix ou si t'as lu le dernier. Non, pas du tout, j'en ai lu aucun. C'est l'histoire d'un conseiller de César qui est envoyé sur le village d'irréductibles gaulois pour les convertir à la pensée positive. Donc plus d'insultes, plus de bagarres, plus de sangliers. Et du coup, s'il arrive à ses fins, ça pourrait bien être la fin des Gaulois tels qu'on les connaît. On a eu un autre bouquin aussi qui est sorti, rien à voir, cette fois-ci pas de la BD, c'est l'autobiographie de Britney Spears. Bon, Britney Spears, je vais pas vous présenter cette pop star qui est hyper importante pour la pop culture et en vrai aussi pour nous. Et ce livre, en fait, lui permet de se réapproprier un peu son histoire. Malheureusement, si vous ne le saviez pas, elle a été sous tutelle pendant des années et des années. Toutes ses affaires étaient gérées par son père. Et donc, elle était un peu cadenassée. Et là, elle en est sortie depuis 3 ans, je crois, à peu près. Malheureusement, on n'a pas pu lire le livre là pour ce podcast. Mais je ne doute pas que c'est très intéressant. Et pas seulement pour les petites anecdotes people avec Justin Timberlake ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus à aller chercher dans ce bouquin. Notamment une vision du showbiz qu'elle seule peut avoir. Parce que c'est la seule à avoir eu une aura aussi percutante dans les années 2000. Nous passons désormais aux différentes sorties qu'on a vécues ces derniers jours et celles pour les 2 prochaines semaines également. Donc le 1er novembre, Le Garçon et le Héron est sorti, un film de Miyazaki et du studio Ghibli. Le 1er novembre également, il y a eu le film Voleuse sur Netflix, c'est réalisé par Mélanie Laurent. Le 3 novembre, Sly Stallone par Stallone, un documentaire Netflix. La semaine suivante, donc le 8 novembre, on aura le film Five Nights at Freddy's, donc repris du jeu. Le 8 novembre aussi, on aura La Passion de Dodin Bouffant, qui est sélectionné, présélectionné pour représenter la France aux Oscars. Toujours le 8 novembre, grosse semaine, on aura The Marvels, le nouveau film de Marvel Studios. Le 15 novembre, nous aurons Hunger Games, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, des noms toujours aussi longs et aussi chiants. Et un petit film français pour finir, toujours le 15 novembre, sortira Gueule Noire. Quelques-unes qui t'intéressent particulièrement là-dedans, toi ? Alors moi, celle qui m'intéresse le plus, forcément, c'est Gueule Noire.
Hein. Vous ne connaissez pas encore les auditeurs, hein, évidemment, mais on est très fan du cinéma d'horreur et surtout du cinéma français qui tente des choses. Gueule Noire, ça m'intéresse beaucoup. On arrive maintenant à la fin des actus et donc on va pouvoir passer au petit focus du jour avec les 100 ans de Disney. Ouais. Voilà, ils ont fêté leurs 100 ans il y a quelques jours. Et donc, ils ont sorti à cette occasion un petit court-métrage directement sur Disney+. C'est un court-métrage voilà, de 15 minutes, 10 minutes sans le générique. Et on va vous en parler un petit peu. Maxime, tu l'as vu? Ouais, complètement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'il n'y a pas Max, de Dingo et Max. Ah, ça... Je l'ai pas vu, je l'ai scruté. À la fin, il y a une espèce de grande photo de famille. Ouais. J'étais là à scruter, il est où, voilà. Et pourtant, il y a des personnages issus de l'univers de Dingo. Parce que c'est très... Alors, c'est du fanservice pur, hein. Je pense que c'est même peut-être la définition même du fanservice. Mais ça fonctionne très bien, en fait. Parce que déjà, c'est drôle. Coup du polochon qui tombe de nulle part et qui fait de l'eau. Ouais, c'est super. Voilà, ou le personnage vache, je sais plus comment elle s'appelle, mais quand elle passe complètement hypnotisée par le serpent du livre de la jungle. Ah oui. Disney fait pas de sélection non plus vis-à-vis de ses films, c'est-à-dire qu'on retrouve Chicken Little, les Robinson, La femme se rebelle, qui sont les Disney un peu qualitativement obscurs des années 2000. Exactement. Mais voilà, même si moi non plus je les aime pas, je trouve ça bien qu'on fasse pas de tri. Non, moi j'ai trouvé ça super chouette, super drôle. Puis surtout le soin apporté au casting VF. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Puis surtout, j'ai bien aimé qui est hormis juste ils apparaissent à l'écran, c'est rigolo. Il y en a qui ont vraiment leur référence par rapport à leur film. Tu parlais de K, donc le serpent qui hypnotise, fais confiance, machin et tout. Voilà, il y a plein de petites répliques cultes aussi, etc. T'as Pampan qui vient taper du pied, voilà, des choses comme ça, des petits trucs visuels, mais ils auraient pu ne faire que les faire apparaître, voilà, comme ça, mais ils ont quand même cherché à chaque fois à ce que ce soit vraiment le personnage incarné. Ouais, puis c'était surtout un sacré travail, il y a beaucoup de personnages, faut satisfaire les fans, donc il y avait beaucoup de choses à orchestrer, et je trouve que le défi a été vraiment très bien relevé, en fait. Puis surtout, aussi, ils ont essayé de reprendre l'animation de chacun. Oui. C'est-à-dire que, il y a des personnages en 3D, par exemple, les personnages de Zootopie, ils sont dans leur design d'origine, autant que la Fée Clochette, voilà, qui est vraiment en dessin. Elle a dû être faite en 3D, mais on a quand même le côté dessiné, etc. Donc, on n'a pas de personnage qui vient nous choquer la rétine parce qu'il a pas la même tronche que dans le dessin animé qu'on aime et qu'on adore. Non, ils ont tous la gueule qu'ils ont et ça fonctionne plutôt très bien aussi de ce côté-là, quoi, le mélange de ces différentes techniques. Et même d'un point de vue réalisation, le court-métrage se passe dans le monde réel, on incruste des toons, du coup, dans le monde réel, donc à travers un espèce de plan séquence comme ça, c'est super bien orchestré, c'est super bien animé. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très belle manière de rendre hommage à ces 100 ans d'animation. Évidemment. J'ai bien aimé aussi tu penses qu'il y aura tous les méchants? Non, pas tous. Hop, tu vois. Oui. Parce que du coup, il y est quand même. Voilà. Il est juste privé de photos de groupe, le pauvre. C'est ça, exactement. Mais du coup, non, mais j'ai trouvé ça très chouette. C'était bien, c'était la durée qu'il fallait. Le truc qui m'a surpris aussi, c'est Emmanuel Curtil, qui prend la voix de Dingo. Oui. Et que j'ai pas reconnu. Je me suis même refait les séquences où Dingo parlait pour essayer d'entendre le timbre d'Emmanuel Curtil. Et c'est juste quand il fait le hop 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 en montant l'échelle, là je l'ai reconnu. Mais super travail d'imitation de sa part. Et il y a aussi l'autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour certains, ils ont repris des extraits des doublages d'origine. Parce que si vous vous intéressez un peu à la version française, et particulièrement la version française de Disney, il y a eu des redoublages, parfois 2, parfois 3. Mr. Fox d'ailleurs va préparer une grosse vidéo dessus. Mais par exemple, le Jiminy Cricket, qui a son doublage d'origine, et on a laissé l'enregistrement audio de base, qui est d'ailleurs même pas la VF que moi je connaissais de Jiminy Cricket. Ouais. Je trouvais ça génial de dire, si, on assume les redoublages, on assume les 100 ans, en fait. C'est ça. Donc même si, par exemple, je sais que sur La Belle et le Clochard, on voit clairement qu'ils ont été refaits en 3D. Oui. Voilà, ça se voit pas sur tous. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Et puis voilà, tout le monde sort pour une photo annuelle, c'est Mickey qui lance le truc. Enfin, c'est réussi. C'était casse-gueule.
Oui, voilà, c'est sûr. Mais c'était réussi. Maintenant, on va peut-être pouvoir passer au cœur du sujet de ce focus. Hein. Absolument. Le classement de nos meilleures chansons Disney respectives. Hein. Du coup, alors, comment on a procédé? On va peut-être vous expliquer un peu. Oui, On a constitué chacun un top 10 de nos chansons Disney préférées, chacun de son côté. Je ne connais pas le top 10 de Benjamin. Et je ne connais pas celui de Maxime. Voilà, il ne connaît pas non plus le mien. On en a beaucoup parlé au travers de nos discussions, mais en vrai, c'est vrai qu'on n'a jamais abordé c'est quoi vraiment tes chansons préférées. Donc même si on se connaît très bien tous les deux, on ne connaît pas du tout ce truc et je pense qu'on est tous les deux beaucoup dans l'attente de qu'est-ce qu'on a mis et qu'est-ce qu'on a mis à quelle position. On va remonter le top, je te propose. On va partir du 10, on termine sur le 1. Ouais, petite précision aussi, on a fait une chanson par film. Oui. Donc ça, c'était quand même un gros dilemme parce que pour des gros classiques, il y a plusieurs chansons forcément qui nous ont marqués et donc il fallait en choisir qu'une pour chaque film. Donc ça aussi, c'était peut-être même la partie la plus compliquée pour moi. Bah c'est parti, t'as mis quoi en 10e position, Benjamin ? Alors, en 10e position, c'est un peu spécial. En fait, je tenais à ce qu'il y ait du Disney récent. Ok. Voilà. Je trouvais ça important aussi de montrer que Disney fait encore d'excellentes chansons quand ils le veulent. Ouais. Et donc, j'ai mis Le Bleu Lumière de Vaiana. Ok. Voilà. En 10e position. Qui est un Disney que j'ai pas vu. D'accord. C'est un des rares qui me manque. Non, je les ai globalement tous vus. Mais en tout cas, dans les classiques d'animation Disney. Puis la dernière fois que je suis allé à Disney, je me suis mis en playlist dans ma voiture des chansons Disney. Donc je vois de laquelle tu parles et j'ai entendu quelques chansons. Ok, d'accord. Donc, je l'aime beaucoup. Elle est très à propos dans le film. Et bon, c'est la plus emblématique du film. Hein. C'est celle qui est... ok. Il y a toujours une chanson phare, en fait, dans les Disney. Ouais. Exactement. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise sur laquelle dans Vaiana. Voilà, c'était celle-là. Mais je trouve que c'est aussi la meilleure. Ok, bah écoute, tu me donnes du coup d'autant plus envie de le voir et de rattraper ce retard que j'ai sur... Je te conseille, le film est bien. Mais oui, surtout que j'ai souvent entendu dire que c'était un très bon Disney. Ouais, donc voilà. Totalement. Moi en 10e, du coup j'ai mis Comme un homme, Mulan. D'accord, ok. Voilà, je sais pas si elle est plus haut dans ton top. Elle est plus haut pour moi. Ouais, c'est ce que je me disais. On débriefera quand t'en parleras. Du coup, on va passer à la 9e. Moi, en 9, du coup, j'ai mis Je suis en retard de Alice au Pays des Merveilles. D'accord, ok. Ah oui, c'est... Parce que, en fait, moi, j'ai pas trop mis des chansons qui sont très courtes, en fait, qui sont un peu des petites ritournelles. C'est pas vraiment une chanson où il y a un arrêt dans la narration et hop, ça chante. Cette chanson-là, c'est vraiment... juste le lapin qui passe et qui fait en retard, nanani, nanana. Donc c'est très marrant d'avoir mis celle-là. J'aurais jamais pensé que tu penserais à celle-ci. Bah justement si, parce que moi, Alice au Pays des Merveilles, c'est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit. C'était une des VHS qu'il y avait chez mes grands-parents, donc forcément, je l'ai beaucoup regardé. Évidemment. Et faut savoir que moi, petit, c'était vraiment une chanson qui m'avait complètement matrixé, tu vois. C'est-à-dire que même souvent, quand je suis en retard, ça m'arrive de chanter « Je suis en retard ». Donc vu qu'on parlait des chansons préférées, pour le coup, elle m'a marqué, en fait. Ouais. Aussi courte soit-elle, et puis elle a une importance narrative, même si, comme t'as dit, c'est pas une grosse pause musicale, et puis on chante, et puis... voilà. Justement, d'autant plus, elle a d'autant plus une importance narrative qu'elle ne stoppe pas l'action, c'est vraiment dans l'action que cette chanson est dite, en fait. C'est la chanson qui lance l'intrigue, en plus, d'une certaine manière. T'as mis quoi en 8 ? En 9, du coup. Là, c'était ton 8, là ? Non, ça c'était mon 9. Ah oui, voilà, ok. Non, c'est bon, tout va bien. Du coup, en 9, on retrouve Sur la route de Dingo et Max. Évidemment, vous l'apprendrez bien assez tôt, mais Maxime et moi, nous sommes très fans du film Dingo et Max. Voilà, qui ne fait pas partie, je crois, des classiques Disney. Pas du tout, mais rien à faire. Mais c'est notre classique à nous. Ouais, et d'ailleurs, pour ma part, elle y est. Ok. Mais beaucoup plus haute. Voilà. Je m'en doutais. Donc cette chanson-là, en vrai, il y en a plein que j'adore dans le film. Ouais, dans la série, ça a été dur d'en choisir qu'une. Ouais. Clairement celui-là. Ouais, clairement. Mais c'était aussi clairement une évidence que de choisir celle-là. Et dans le classement, c'était une évidence pour nous. Sûrement pas pour vous qui nous écoutez. Mais si vous n'avez jamais vu Dingo et Max, vraiment, tentez le coup.
Du coup, mon 8e, c'est Il était une fois à New York City de Oliver et compagnie. Voilà. Dis donc. Donc ça, pareil, je pense que ça va surprendre beaucoup de monde. Mais Oliver et compagnie est un des Disney qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, que j'ai énormément regardé quand j'étais petit, et notamment cette scène d'intro, qui... Oui, je suis très marqué par les scènes d'intro en général chez Disney. Je trouve que pour certains, ils ont un art de te planter une situation qui est très claire et en même temps très fort. Et ça marche pour Il était une fois à New York City, où tout simplement, on part vraiment de New York en plan très large pour redescendre, pour s'arrêter sur un vieux carton où il y a plein de chats à l'intérieur et où on va faire la connaissance du coup de Oliver, qui est un petit chat abandonné. On va vivre toutes ces péripéties à travers cette chanson et tous les malheurs qui lui arrivent parce qu'il vit dans la rue et que personne veut de lui. Et donc, c'est une chanson qui me touche beaucoup. Et en plus, le visuel me touche beaucoup aussi. Il y a vraiment quelque chose de très fort, des belles envolées dans l'instru de la chanson. Donc, ouais, en fait, c'est une chanson qui m'a marqué, que je réécoute souvent, en fait. Mais c'est marrant, parce que Oliver et compagnie, c'est un des rares Disney que j'aime pas. Ouais, je me souvenais que t'aimais pas. Voilà, parce que... Alors, pour le coup, c'est vrai que cette chanson est sûrement le meilleur élément du film. Je valide la qualité de la chanson. Et puis comme tu dis, c'est vrai que le fait de partir de New York et puis de redescendre dans les bas-fonds sur un carton, c'est assez excellent. Après voilà, moi c'est un film que j'aime pas, il y a des ruptures de ton que je comprends pas. On est sur une intrigue assez triste, mais Disney se rassure quand même à faire des chansons un peu trop... En fait c'est ça, c'est qu'on est sur un domaine assez triste, assez mélancolique, assez pas cool, et Disney force le « Hey, on chante !» c'est trop bien, c'est génial. Ouais. J'ai du mal avec cette rupture de ton. Je trouve que, tu vois, sur Bossu de Notre-Dame, c'est magnifiquement, et ça je sais que tu seras d'accord avec moi, mieux géré en termes de ton, et je trouve que Oliver et compagnie, qui est d'ailleurs une adaptation d'Oliver Twist, gère un peu moins bien ces problèmes de ton. Complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Écoute, ouais, belle chanson en tout cas. Ouais. Moi, de mon côté, ton 8e, j'ai mis Igitus Figitus de Mary Poppins. Merlin. Ah, de Merlin, pardon. Voilà. Non, ah oui. Non, c'était un piège que je t'ai tendu parce que c'est vrai, quand j'ai vu le titre, on dirait le son Mary Poppins. Ouais, Mary Poppins ou Cendrillon aussi, avec Poupidi, Bou, là, je sais plus quoi. Voilà, et ben pour moi, cette chanson de Merlin, c'est la meilleure chanson en baragouinage, avec des mots inventés de Disney, surtout pour la scène qui l'accompagne. Où c'est toute la magie d'un Disney dont on peut attendre. Surtout qu'on parle quand même de Merlin Chanteur qui fait partie de ces Disney qui n'ont pas de scénario. Ça, c'est peut-être pour un autre sujet, mais si un jour vous remettez un peu tous les classiques d'animation Disney, notamment pour les 100 ans, vous vous rendrez compte qu'il y en a qui n'ont pas de scénar. Et Merlin Chanteur en fait complètement partie. D'ailleurs, je défie quiconque de me faire un résumé comme ça à la volée compréhensible de l'histoire de ce truc. Mais il a des scènes super fortes. Quand cette scène arrivait, j'étais complètement fasciné, et c'était la scène. J'y ai pas pensé tout de suite. Okay, donc du coup, c'est vrai que moi, le bas de mon classement, c'est un peu celle que mon moi adulte a oublié, mais que le petit Maxou qui regardait la VHS aurait un peu râlé si le grand Maxou les avait pas mises. Je comprends. On est souvent en conflit avec notre ancien nous. Ouais, exactement. Ok, très bien. On va pouvoir passer du coup à la 7e position. Ouais. Et du coup, pour moi, la 7e position, ce sera L'air du vent de Pocahontas. Ok, j'ai énormément hésité à mettre celle-là. Pocahontas est clairement pas un de mes films d'animation Disney préférés, même si je tiens à dire quand même que je l'avais revu en salle quand il était ressorti et qu'il avait été remasterisé, et que visuellement c'est quand même une putain de dinguerie. Ouais. C'est vraiment une putain de dinguerie. La chanson Les Sauvages, la mise en scène de cette chanson avec les couleurs et tout, c'est un truc de malade mental. Toutes les scènes avec Grand-mère Feuillage, ouais, Grand-mère Feuillage. C'est envoûtant, ça a pas pris. C'est fantastique, hein. D'ailleurs, même toute la BO derrière, ou même quand ça chante pas, c'est magnifique. Et donc, L'air du vent, en fait, la puissance de cette chanson, je ne peux rien faire contre elle. C'est-à-dire que même si le film, je suis pas à fond dedans ou quoi que ce soit,
cette chanson arrive, je pourrais lâcher une larme tellement c'est beau, quoi. Ouais. Parce que la chanson est pas triste, je lâcherai pas une larme parce que c'est triste. Je lâche une larme. Ouais, voilà. Bon, bah. Parce que trop d'émotions. Ouais, voilà, c'est ça. Mais juste parce que la chanson est belle, parce qu'on vit un beau moment. C'est pas triste ou quoi. Hein. C'est vraiment juste. La chanson est trop belle. La mise en scène de la chanson est trop belle également. Et ça fonctionne à 200%. Et voilà, j'adore trop cette chanson pour pas la mettre, malgré que le film, peut-être que là, dans tous les films qu'il y a, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Par exemple, voilà, genre, si je fais un top 10 de mes Disney préférés, il aura pas forcément cette gueule-là, quoi. Ah non. Donc, même pas du tout. Ouais. Donc, surtout qu'il y a des Disney que j'adore qui n'ont pas de chanson. Donc, ouais, moi très aussi. Vite, moi, si j'aurais pu mettre Basile détective privé quelque part, je l'aurais sûrement fait, mais ça ne chante pas. Il y a une chanson. Et bon, j'aurais pas mis pour ça. Moi, un peu Robin des Bois, pour le coup. Ah oui, bon, oui, il y a évidemment. une chanson, mais pareil, ça compte pas vraiment. Donc, ton 7e, Maxime. Tout le monde veut devenir un cat, des Aristochats. Alors, ça, c'est un Disney, je l'ai revu plus grand, je l'ai moins bien aimé, parce que, encore une fois, il n'y a pas de scénario, et il n'y a surtout pas de fin. C'est hallucinant, revoyez les Aristochats aujourd'hui, t'es en plein film, et d'un coup, le film, Bon, ça va, ils prennent une photo de famille, O'Malley, voilà, il se fait adopter, Edgar, il est plus là. Ouais, c'est ça. Soit, voilà, hein. Ouais, mais en fait, il manque une structure narrative, d'un vrai climax de fin, dans tout ça, en fait. Et puis à la fin, ils font tous du piano, ils sont contents. Mais le truc, c'est que, encore maintenant, quand je regarde les Aristochats, je réalise à quel point je le connais par cœur, à la réplique près. Parce que je pense déjà, c'est un des premiers films que j'ai connu à la réplique près. Okay. Parce que avec ma sœur, on le regardait, big up à ma sœur, on le regardait extrêmement souvent. Alors je pense que c'est notre préféré à aucun de nous deux. Et en fait, j'avais un peu oublié le film, et quand je l'ai revu adulte, je me suis rendu compte que toutes les répliques, elles venaient naturellement quand et je fais ah ouais. Et c'est ça que je me suis rappelé à quel point j'ai vraiment beaucoup regardé. Et puis le côté jazzy du film, l'ambiance du film, elle est quand même assez chouette. Ouais, mais après, c'est une chanson qui a été hyper importante, même en dehors du film. Je pense que c'est une des plus reprises de l'univers Disney. Ce côté jazzy, un peu free jazz et tout, machin, ouais, où tout le monde joue un instrument. En plus, où c'est vraiment mis en scène par le film, c'est-à-dire que là, on les voit vraiment jouer la musique, la chanter, etc. Oui, et c'est dans la diégèse du film aussi. Exactement. Et puis il y a cette petite, ça commence par juste une voix, comme ça, et puis ça termine par tout le monde, et puis puis ce piano qui descend. Ouais, tous les étages, c'est une scène qui me fascine encore aujourd'hui. Et toi, quelle est ta 7e du coup ? 7e, je l'ai dit, du coup, c'est L'air du vent. Bon, ah oui, pardon. Ok. La 6e. Vu qu'on fait pas les allers-retours ensemble, je perds un peu le fil. Oui, bon, après, voilà, d'un autre côté, j'ai perdu le ça. fil dès le top 9, donc bon. Écoutez, tant que vous nous comprenez, c'est le principal. Voilà, donc là, on est bien à la place numéro 6. Numéro 6, exactement. Ouais. Tu as mis quoi ? Eh ben, figure-toi, vu que je ne sais pas pourquoi pour toi ça ne serait pas valide, mais pour moi, la 6e, c'est À Nottingham de Robin des Bois. Ah, eh ben je l'ai pas mise. Mais cette chanson, moi, elle me fend le cœur. C'est celle quand ils sont emprisonnés, du coup, par le prince Jean. Et qu'on a notre coq, narrateur et chanteur, qui fait un peu sa petite chanson, balade. Petit blues. Ouais, voilà, la petite balade de la prison, où on voit des familles se battre pour des miettes de pain. Et moi, dès que j'étais petit, j'étais déjà hyper attristé par cette scène. Et quand je l'ai revu plus grand, j'étais encore plus attristé par la scène, quoi. Vraiment, elle me déchire le cœur, et même les paroles, je sais pas, elles me marquent quand il dit des trucs genre est-ce qu'il y en a qui prieront pour moi loin de Nottingham, des choses comme ça, je sais pas, c'est des choses qui ont marché sur moi, qui me touchent. Dans tous les cas, je pouvais pas imaginer un classement sans cette chanson, et même si c'est pas ma préférée, je pense que c'est la première qui m'est venue quand on a dit qu'on faisait un classement de chansons Disney. Ok, mais moi en fait c'est marrant parce que du coup Robin des Bois Disney, c'est un de mes Disney préférés. Il doit être il est dans le top 5. Mais pour le coup, je n'arrive pas à me rappeler du film comme un film musical. Ah oui. Alors que cette chanson me marque aussi, maintenant que tu me l'as rappelé. Mais c'est vrai que autant que j'adore le film, autant les musiques du film, c'est pas ce dont je me rappelle derrière. Même si maintenant que tu me rafraîchis la mémoire, c'est quelque chose que je vis aussi intensément quand je regarde le film quand même. Mais
Du coup, ta place numéro 6, Maxime. Mais j'ai mis Il a un rêve. D'accord. De réponse. Ok. qui est une chanson qui me revient en tête assez souvent et qui est incroyable. D'accord. Voilà. Non, moi, elle n'est pas dans mon classement. Mais déjà, en fait, j'aime bien dans les comédies musicales, et que ce soit Disney ou même voilà, quand la comédie musicale prend vie de manière toujours un peu irréaliste, et que d'un coup tout le monde se met à chanter. Oui. J'adore ce côté-là. Et le côté deux personnages dans une conversation, et de cette conversation démarre toute une musique, toute la taverne se met à chanter et tout, et même au bout d'un moment, t'as un personnage qui dit « Mais non, moi je participe pas à la chanson », et si tu vas participer à la chanson, et du coup il fait carrément le show, il termine la chanson. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit « J'ai un rêve, j'ai fait un rêve » ou autre, je pense que 99% des gens pensent à Martin Luther King. Moi, je pense à cette scène de réponse. Et d'ailleurs, je me suis refait la scène quand j'ai refait le classement, et même d'un point de vue de mise en scène, c'est absolument incroyable. C'est la seule chanson de Disney où quand je l'écoute, je rigole. Est-ce que on en est bien au 5 ? Absolument. On en est bien Nous au 5, trop bien. 5. Mon 5 sera Je veux savoir de Tarzan. J'ai pas de truc spécial à dire sur cette chanson, juste elle me met des frissons quand je l'entends. Genre, je sais pas, la voix de Phil Collins, quand il part encore plus fort, il monte d'un octave sur la fin de la chanson, machin et tout, je sais pas. Ça fonctionne, j'ai les frissons. J'ai pas d'anecdote sur la chanson, j'ai rien, mais en fait, juste dès que je l'entends, frisson, garanti, tout de suite. Genre même hors film, c'est une chanson que je kiffe. Écouter comme ça en fait. Telle quelle, pas besoin d'avoir la scène du film, je m'en fous. J'écoute la chanson, j'aime la chanson en fait, tout simplement. Et du coup, toi, ta 5e. Alors, je fais un pronostic, je pense que celle-là doit être plus haute dans ton classement. Ah. Rien qu'un jour, Bossu de Notre-Dame. Ok. Elle est plus haute ou pas ? Elle n'est pas là. Elle est pas là ? Elle n'est pas là. Et pourtant, Bossu de Notre-Dame est bien ton Disney préféré ? Absolument. Ok. Et il y a une autre du Bossu, du coup ? Oui. D'accord, ok. Et je pensais que c'était Rien qu'un jour. Ouais, bon, Rien qu'un jour, je trouve ça... C'était une hésitation, excuse-moi. Ouais, c'était clairement une grosse hésitation, hein, vu que, bon, bah voilà, spoiler, c'est mon Disney préféré, Le Bossu de Notre-Dame. J'ai beaucoup réfléchi à laquelle je prenais. Ok. Mais du coup, évidemment, Rien qu'un jour était dans le top des discussions, on va dire. Ok. Top trend. Mais il est resté devant la porte, malheureusement. Mais par contre, assurément, il serait dans le classement si on pouvait mettre plusieurs chansons du même ouais, film. Ouais, je me doute. Sûr et certain. Ouais, moi j'adore, c'est la montée en puissance de la chanson. Est-ce que c'est la meilleure chanson de Francis Lalanne ? Bah oui, j'ai pas écouté tous ses albums, mais oui, quoi qu'il arrive, parce oui. que c'est une des meilleures chansons de beaucoup de choses, donc juste de la carrière de Francis Lalanne, je pense que y a pas de problème. Non, puis en fait, moi c'est justement ça, c'est l'interprétation qui est faite de cette chanson. Ouais. Montée en puissance, les émotions qu'il met dedans, la sincérité qu'on sent quand il la chante, ouais. Et puis bah aussi le côté virtuose de la réalisation. Hein, encore une fois, je pense qu'on parle de film, donc c'est vrai que la scène visuelle qui accompagne la chanson fait beaucoup sur les appréciations qu'on peut avoir de ces chansons-là. Évidemment, ça joue. Du coup, on en est au 4. C'est ça. Ok. 4e position. Bah du coup, je vais faire la transition parce que moi, c'est mon Tarzan, du coup. Ah, d'accord, bah vas-y, bah, tu dois t'en douter, du coup, c'est You'll Be In My Heart. Et la première grosse vague d'émotion, c'est quand il y a ça. Donc très vite. Exactement. Ça arrive très vite. Bah, déjà, toute la scène d'intro où Tarzan est retrouvé tout seul dans son berceau, tout ça, avec l'orage, bref. Déjà, ça me met... Tu vois. Ouais, bah de toute façon, la puissance des bonnes scènes d'intro de Disney. Et là, déjà, je chiale. Et puis, il faut dire aussi quelque chose, c'est que Tarzan, c'est un de mes premiers films au cinéma, quand j'étais petit. Mon premier choc dans une salle de cinéma, en tout cas, c'était Tarzan sans aucun doute. Et donc, du coup, on va passer sur mon numéro 4 à moi. Et on en a déjà parlé, parce que c'est Comme un homme de Mulan. Ah. Voilà. Donc, il est 4e. Une de nos au moins 2 en commune, du coup. C'est ça. Et donc, toi, il était 10e, c'est ça ? Ouais. Ouais. Donc, moi, il est 4e. Là, ça a beaucoup rapport avec la scène aussi, je pense. Ouais, bon, la chanson est fantastique. Ouais, voilà. Tout ce que la scène exprime, toute l'évolution de Mulan qui part de rien et devient une guerrière, en fait. Une véritable guerrière grâce à l'entraînement intensif qu'elle subit. Tout ça, toute cette période de temps qui doit être longue, en fait, on te le fait passer en 3 minutes de chanson magnifique. Et après, t'es parti pour partir à la guerre contre les Huns et on est bon, quoi. C'est aussi l'art de Disney de te résumer une période hyper longue en une chanson.
Du coup, on va pouvoir passer au top 3. Le top 3. Et Maxime, révèle-nous un peu ta 3e position. Mais oui, parce que c'est celle que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Donc, faut dire que pendant tout le tournage, j'ai une chanson en tête. Mais vu que je ne devais pas révéler le contenu de mon top à Benjamin, je me retiens de chanter cette chanson. Puis comme toutes les chansons qu'on a en tête, on a 2 phrases qui tournent en boucle dans la tête. Donc ça me fait du bien, là, de pouvoir enfin te dire que j'ai de 0 en héros dans la tête depuis le début de l'après-midi. Magnifique, magnifique. De Hercule, qui est du coup, historiquement, mon premier film au cinéma. Ok. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans une salle obscure, c'était pour Hercule. Ah non, je comprends totalement. Je comprends d'autant plus que ma 3e position est de 0 en héros. On en a une complètement ouais, voilà. On est vraiment parfaitement raccord avec ça. C'est pareil, 2-0 en héros. Hercule, 3e position, tout pareil. Mais vraiment, Hercule est, je pense, un des films les plus sous-cotés de cette période Disney. Il y a peut-être, il se bat avec le Bossu de Notre-Dame, je dirais, voilà, en termes de... Je suis oublié alors que je suis un chef-d'œuvre, mais bon. Mais par contre, je trouve qu'il a vraiment son truc à lui, c'est-à-dire l'humour, cet humour-là, en fait, il y a vraiment que lui, je trouve, qui l'a dans cette décennie. Et puis même cet univers gospel, du coup, donc même musicalement, il se détache énormément des autres. Gospel, alors que t'adaptes de la mythologie grecque, ouais. Tu sais que c'est l'idée où, je sais pas qui l'a proposé, hein, mais quand le mec a proposé, t'as dû avoir un blanc, ça dans la salle de réunion, et le mec on fait carrément. C'est l'idée du film. C'est l'idée. ouais, non mais c'est ça. Et puis comme tu dis, t'as l'humour, t'as l'épique. Ouais. Vraiment la bataille avec l'hydre à la fin. Ah c'est oui. un délire. Le 2 Le 2. T'y vas, j'y vais. Bah vas-y, écoute, vu que t'as entamé. Ok. L'histoire de la vie. Le roi Pareil. Je me rappellerai d'une anecdote qu'on avait avec Benjamin. Il y a eu, à l'époque où la mode des films était les films 3D, il y a eu une ressortie du Roi Lion en 3D. Mais nous, qui étions des gros puristes, on a attendu une séance 2D qui se glissait comme ça entre toutes les séances 3D pour aller voir le Roi Lion au cinéma. Ouais. Et je dis bien voir et pas revoir, parce que je pense que pareil, la VHS a dû prendre sacrément cher. Donc du coup, on se retrouve à découvrir le Roi Lion dans les salles obscures. Je l'avais pas revu depuis longtemps, en plus, à ce moment-là. Et je me rappelle, donc les lumières s'éteignent, le film commence, on a le Roi Lion sur grand écran, bim, l'histoire de la vie, et il y a toujours cet effet de montage que j'adore dans le Roi Lion. Écran noir, et Roi Lion. Titre comme ça. Ah oui, ouais. T'as toute la chance, ça part en épique, et là, t'es laissé avec un écran noir, et là, ça fait juste... Comment faire une intro, quoi. Ouais, et je me rappellerai toujours de la montée d'émotion que j'ai eue à ce moment-là, de me dire « Ah putain, c'est ça, le Roi Lion ». Encore une fois, on parlait des scènes d'intro impressionnantes de Disney. Bon, on est peut-être face à l'une des plus impressionnantes du studio, évidemment. Mais encore une fois, voilà, la présentation, la mise en contexte d'un film. Tu vois des animaux qui s'avancent, tu ne sais pas où ils vont. Et puis là, d'un coup, ils se retrouvent tous devant un immense rocher où il y a un couple de lions et un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais Rafiki, quoi. Où il y a un Rafiki. C'est un animal. Voilà, c'est un animal qui vient prendre, du coup, le bébé lion dans ses bras et qui le tend comme ça, avec la montée, du coup, épique de la chanson, qui le tend comme ça au peuple des animaux, et où tout le monde gueule, tout le monde est... Voilà, genre, il y a une effervescence autour de la naissance de ce bébé. Et en fait, c'est bon, t'as compris. Tu as compris dans quel contexte tu es. Tu as compris, pas forcément de quoi le film va parler, mais t'as compris tout l'univers, en fait, que le film va te montrer. Et du coup, quel est ton top... Alors, est-ce que du coup, je débriefe direct mon top 1, et comme ça on garde du suspense pour le tien ? Ouais, vas-y. Ok, du coup, mon top 1, je l'ai dit tout à l'heure, mais par élimination, bien sûr, j'ai mis Sur la route. De Raphaël. Ah non, c'est pas mon bon conducteur. J'ai dit que tout à l'heure, l'histoire de la vie aurait dû être première, mais j'ai quand même mis, j'oublie tous mes soucis, tu vois, j'ai même pas mis Sur la route dans le titre, de Dingo et Max. Pourquoi ? Parce que cet été, j'ai vécu des moments assez forts au cours d'un voyage, et c'est cette chanson qui m'a accompagné. Je me suis dit, en fait, après 30 ans de Disney, après 30 ans même de chansons et tout machin, quand t'as envie de te motiver, en fait j'étais en trek, j'étais en rando sur plusieurs jours,
Et quand j'avais envie de me motiver et tout, sachant que mon portable, j'utilisais pas trop la batterie, bah, je gâchais quand même un peu de batterie pour me mettre un sur la route que je chantais à tue-tête dans les montagnes béarnaises. Ça, c'est du beau souvenir. Voilà, et du coup, vu que ce top, bah, je l'ai fait maintenant, bah, elle avait sa place là. Encore une fois, quand on démarre une partie musicale dans un film, j'aime bien quand la partie musicale arrive peu à peu. Et là, c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est plein de bruit sur la route qui d'un coup commence un peu à se mettre en rythme, les dialogues continuent, et là, t'as tes spectateurs, tu te dis, oh, la chanson, elle arrive. T'as un rythme, tu tapes un peu du pied, tu lâches un peu de la tête, tu te dis, ok, là, la chanson, elle arrive complètement. Et oui, elle arrive. Elle a plein d'utilité, cette chanson. C'est-à-dire qu'elle fait avancer l'histoire, elle présente les personnages, elle pose les enjeux, et ces 3 trucs, parfois Disney va faire ça en 3 chansons différentes, là, elle le fait en une seule, c'est très fort. En fait, ils sont dans une voiture quand ils chantent, donc la comédie musicale, de manière diégétique, elle pourrait se concentrer dans la voiture. Mais en fait, les voitures qui vont passer à côté d'eux vont aussi reprendre l'air et reprendre la chanson. Et d'ailleurs, même mettre sur un thème complètement différent et parler complètement d'autre chose. Parce que chacun dans sa petite voiture, chacun dans son petit voyage, va parler de où il va. Quoi. Et puis, encore une fois, je le répète, regardez Dingo et Max. Je sais que vous en pouvez plus, je sais que là, vous êtes en sueur avec vos écouteurs, vous avez besoin de savoir, vous vous dites, mais Benjamin, qu'as-tu mis en top 1 ? Eh ben écoute, déjà, si vous avez bien suivi, c'est dans le Bossu de Notre-Dame, c'est les cloches de Notre-Dame, qui est tout simplement l'intro du Bossu de Notre-Dame, et du coup aussi mon intro préférée de Disney, devant l'histoire de la vie, malgré que je l'adore. Les cloches de Notre-Dame, en fait, c'est 2 intros différentes. Donc je dirais que c'est au même niveau. Allez, je vais tricher. C'est au même niveau parce que l'histoire de la vie est une très belle intro. Voilà, on te présente l'univers, mais les personnages n'interviennent pas encore, etc. C'est vraiment, voilà, l'intro de l'univers. Alors que les cloches de Notre-Dame, c'est vraiment l'intro des personnages, du récit. Vraiment du récit. Qu'est-ce qui va nous être raconté ? Il y a du coup Clopin, qui est un des personnages secondaires, mais qui est aussi le narrateur. C'est l'Arlequin ? Ouais, c'est ça, exactement. Qui, voilà, va nous présenter Frollo, l'arrivée à Paris de Quasimodo, et il y a aussi ce côté, jusqu'à l'annonce du titre, il répète la même phrase, les cloches sonnent, 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 et au fur et à mesure qu'il dit sonne, et qu'il le dit de plus en plus fort, la musique prend de la force, il y a des chœurs qui viennent, jusqu'à ce que ça devienne carrément des espèces de cris religieux. Et là, boum, on a le titre qui apparaît et la mélodie qui revient. Et c'est absolument fantastique, jusqu'à récupérer Quasimodo, du coup. Mais voilà, tous les enjeux sont posés parce qu'il nous raconte vraiment les prémices de l'histoire. Du coup, à la fin de cette intro, il dit une phrase. Il dit « L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme ?» Et je trouve que c'est exactement la phrase qui résume tout le Bossu de Notre-Dame. Et voilà, c'est mon intro préférée, c'est ma musique préférée de Disney. Regardez le Bossu de Notre-Dame, ouais. Dingo et Max, ouais. Et puis refaites-vous en boucle toutes les playlists de chansons de Disney. Exactement. Parce que ça reste quand même aussi des choix de chansons qu'on peut aimer sans aimer les films comme on a pu le voir. Absolument. Et écoutez la version de Zéro en héros de Ariana Grande. Et puis du coup, on va conclure par le fait que on vous reparlera de Wish, bien évidemment. Oui. Qui est le long métrage qui vient réellement fêter et conclure ces 100 ans de Disney, qui a l'air vraiment en plus d'à la fois d'être moderne dans sa manière de traiter les textures et l'animation, mais à la fois de revenir aux sources d'une certaine manière. J'ai très hâte. J'ai très hâte de Wish. Aussi. Et d'ailleurs, même Disney, au niveau de son marketing, que ce soit sur ses autres licences, même Marvel et autres, on sent qu'ils sont préoccupés par Wish. En tout cas, c'était tout pour la partie actu, du coup. C'est ça, on va pouvoir passer aux différentes rubriques maintenant. Ouais, Benjamin, je te laisse enchaîner sur le conducteur. Ok, Maxime, maintenant c'est l'heure de notre petit jeu. Ouais. On a du coup préparé un Tu préfères, 5 chacun, sur le thème d'Halloween. Alors, disclaimer, Tu préfères, spécial Halloween, je vous rassure, ce n'est pas trash. Non. Généralement, Tu préfères est connu pour être des choix hyper trash. Oui. Là, je me dis spécial Halloween, les gens ils vont se dire, mais où vont-ils ? Non, c'est détente. On est resté tout public. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos réponses à vous, à ces Tu préfères, en DM sur l'Insta Crit My Cult, par exemple. Par exemple.
Donc voilà, on a préparé 5 tu préfères. On n'est pas au courant, évidemment, de ce qu'a préparé l'autre. Bien Et on va évidemment. se les poser et bien sûr en débattre. Tous Exactement. ensemble, avec vous. Maxime, je t'en prie. On va commencer par du truc simple, vu que c'est un spécial Halloween. Ok. Fantôme ou zombie? Oh, d'accord. Eh ben écoute, moi ce sera fantôme. Ok. Parce que je préfère les histoires de fantômes. J'ai beaucoup de croyances envers les fantômes. En tout cas, il y a des choses qui m'intéressent dans cette histoire-là, dans cette mythologie-là. Mhm. Alors que les zombies, ça m'a jamais fait peur, Ok. en fait. J'ai jamais eu peur, en tout cas dans mes souvenirs, par un film de zombies. C'est plus des films d'action, entre guillemets, pour moi, les films de zombies, où je suis dans une sensation où je peux aimer un film de zombies, il n'y a pas de problème, mais pas pour la peur. Oui, ça te terrifie pas de te dire, du je tout. vais me faire poursuivre par un zombie, Non. machin. Ok. Non, ça va. Je pense que les films d'horreur qui m'ont le plus marqué ont plus ou moins attrait aux fantômes, ou du moins à la dimension paranormale. Donc, ce sera clairement fantôme pour moi. Ok. Du coup, moi, mon premier dilemme pour toi, Maxime, sera Martin Mystère ou Courage le chien faussard? Oh, bâtard. Oh, le bâtard. Martin Mystère. Parce Ok. que, soyons honnêtes, j'adore les deux séries, mais Martin Mystère, je connais tout par cœur. Mm. Je connais tous les épisodes par cœur, les titres, ce qui s'y passe, les répliques. Et ça fait partie de la petite dizaine de séries où vraiment je peux te dire que je connais tout par cœur. Et ça me fascine d'ailleurs assez de voir à quel point je connais tout par cœur quand je me refais la série de temps en temps. Je me dire, c'est vrai que t'as vraiment plus rien à découvrir, quoi. C'est bon, t'as fait le tour. Ouais, t'as Pourquoi fait tu le la tour, regardes ouais. encore? C'est fou. Ok, très bien, Martin Mystère. Ok. Anna Faris ou Marlon Wayans? Donc, Ouh. pour ceux qui n'auraient pas Ouais. la ref, c'est dans Scary Movie les acteurs de Cindy ou de Shorty. Ok. On parle des acteurs ou des personnages? La question est posée... Moi, tu as cité le nom des acteurs. Donc Ouais. pour moi, c'est les acteurs. Oui, mais au sein de Scary Movie quand même. Après, c'est à toi de Ah, l'interpréter comme tu veux. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis les acteurs et pas les personnages pour te laisser prendre ton tu préfères un peu comme tu le veux. Ok. Mais si t'as Au envie pire, de... je vais répondre aux deux. Tu Comme peux- ça, au moins, T'as le choix. on est large. Alors, en termes de personnages, c'est obligatoirement Shorty parce qu'il m'a offert beaucoup trop de rire pour que je puisse dire autre chose que Shorty. En fait, c'est vraiment le personnage emblématique, au moins du deuxième Scary Movie. Dans le premier, ça peut... Voilà, il peut y avoir des hésitations, mais dans le deuxième, clairement, pour moi, c'est vraiment... Il est trop hilarant, quoi. Par contre, en termes d'acteur, j'irais sur Anna Faris parce que on ne la met pas assez en avant et que c'est une actrice formidable, Oui. toujours hilarante. Et un timing comique rare. Ah, vraiment, ouais, vraiment. Ensuite, du coup, Maxime, est-ce que tu préfères Conjuring 2 ou The Visit? Ouh, je vois que tu as voulu me piéger là-dessus. Oui. Mais Conjuring 2, sans aucun doute. Parce que The Visit, je trouve que c'est plus un excellent thriller qu'un film qui va me faire peur ou autre. Même si quand il lui tend la couche, c'est horrible. Non, c'est-à-dire que The Visit, c'est un film que j'adore, c'est mon M. Night Shyamalan préféré. Déjà, c'était un peu le retour de Shyamalan à l'époque. Et du coup, j'en attendais vraiment rien. Je suis allé le voir parce que je soutiens Shyamalan, mais je savais que j'allais être déçu. Et au final, lui-même sait qu'il a déçu. Ok. Et en fait, je trouve très intéressant dans sa recherche de twist d'aller de faire chercher dans la film au Shyamalan. Et là, tu te dis, ah, c'est les aliens comme dans Signe. Ah non, mais c'est un truc à la The Village. Et en fait, il te balade complètement. Parce que, en vrai, le twist est simple, est super simple. Et même évident, j'ai envie de dire. Oui. Mais c'est tellement bien rodé, et il te balade tellement bien, que quand tu l'apprends, tu fais non. Il y a même des doutes sur est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Exactement. Finalement. C'est-à-dire que même Alors, nous, tu te dis, il n'y a pas de twist en fait. Ouais, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une histoire banale Ouais. Ah ouais, et je trouve ça absolument merveilleux. Mais il me fait pas flipper. D'accord, Il ouais. me fait pas... Voilà. Conjuring 2, c'est le meilleur film d'horreur et d'épouvante. Non, meilleur film d'épouvante de tous les temps. Conjuring 2 me fait flipper, surtout. Oui. Je flippe. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend d'un film d'épouvante, d'horreur, de tout ça? C'est de flipper. T'es plutôt Carpenter ou Wes Craven? En vrai, je vais pas faire semblant, je suis clairement Carpenter. Je sais.
Mais je trouvais quand même intéressant de te laisser d'en réflexion. parler. Ouais, donc, carrément. Non, je suis clairement Carpenter parce que l'art de Carpenter de jouer avec le hors-champ et que la peur, en fait, n'est pas face à toi, est quelque chose qui me fascine, et c'est lui qui me l'a présenté, en fait. C'est lui qui m'a initié à cette façon de jouer avec le hors-champ. Et donc, déjà, il m'a marqué, voilà, en tant que cinéphile, du coup, parce qu'il m'a appris une notion. Je dirais que Wes Craven, pour moi, n'a pas d'immense chef-d'œuvre. Je trouve qu'à aucun moment il n'a un chef-d'œuvre à la taille d'un de ceux de Carpenter. Si je dois jouer la comparaison de cette manière-là. Alors là, de mon côté, c'est le défi hasardeux. Vraiment, je n'ai aucune idée de ce que tu peux en penser. J'ai essayé d'aller dans les trucs que tu kiffes. Ok. Et j'ai aucune idée de ce que tu vas me répondre, ni si même ce combat a un sens. Ok. Luigi's Mansion. Ouais. Ou Majora's Mask. Ah ouais, ok. Alors, pour le coup, très bon choix. Je vais te répondre Luigi's Mansion, pour la simple et bonne raison que c'est un jeu qui a énormément marqué mon enfance, et que pourtant j'ai jamais fait. Ok. Parce que je l'ai jamais terminé. D'accord. Je regardais ma sœur y jouer. C'est le jeu qui a lancé ma console de cœur, qui est la Cube. Majora's Mask, du coup, là, actuellement, c'est bon, j'ai fait tous les Zelda, à part Adventure of Link, qui est le 2, parce que il arrivait à la toute fin de ma rétrospective Zelda, parce que celui qui ressemble le moins des Zelda, il est assez compliqué et tout. Ouais. Et j'ai toujours pas terminé Majora's. Ok. Parce que j'adore prendre mon temps, moi, quand je joue à Zelda, et du coup, un jeu qui me presse, j'ai pas envie. Donc je sais que c'est le Zelda préféré de beaucoup de personnes. Et j'en suis désolé, j'ai envie d'aimer ce jeu, j'ai envie d'aller sur ce jeu, mais j'ai du mal avec le concept, et j'ai déjà essayé plusieurs fois, et ça arrive toujours pas, mais ça arrivera. De toute façon, il va y avoir un moment où j'aurai fait Adventures of Link, où j'aurai plus de Zelda à découvrir. Du coup, pour ceux qui préfèrent Majora's Mask, ils me diront, tant mieux, t'as gardé le meilleur pour la fin. On va parler d'American Horror Story. Est-ce que tu préfères être enfermé dans un asile avec Lana Winters, donc le personnage de Sarah Paulson dans la saison 2, ou Sister Jude, le personnage de Jessica Lange, dans la saison 2. En fait, est-ce que tu préfères subir des sévices psychologiques qui vont probablement te traumatiser, ou te faire manipuler sans que tu t'en rendes compte et devenir une horrible personne à la fin? Voilà, je résume pour ceux qui connaîtraient pas la série, ça. Le sens de la question, il est là, quoi. C'est ça. Je crois que je préférerais Sister Jude, quoi. Maxime, es-tu prêt pour mon avant-dernier dilemme? Oui. Celui-là, j'en suis plutôt content. Ok. Sum ou Halloween de Vald? Ah, bâtard. On est dans le thème Halloween. Ah ouais, celle-là est trop bien trouvée. Donc Sum, qui est un peu une chanson horrorcore de rap, hein, du coup, Vald est un rappeur, pour ceux qui ne savent pas. Et Halloween, parce que tout était dans le titre, c'était le plaisir, évidemment. Et puis Halloween, c'est une de mes... que j'ai vraiment saigné sur l'album Ce Monde est cruel. Et puis ce couplet de SCH. Ouais, même cet interlude, ce 4 phrases de SCH. Ouais, c'est vrai, c'est même pas un couplet. Mais ça fait tout. Le couplet vient après et aussi dithyrambique. Et puis Sum, c'est une violence que j'adore. Ouais, c'est ça. J'adore. Mais justement, c'est cette forme de violence que je connais assez peu dans la musique. Et que j'aime bien au cinéma. Et que là, je retrouvais dans la musique. Et d'ailleurs, Sum m'a tellement déstabilisé la première fois que je l'ai écouté. Je vais dire Sum. Ok. Parce que plus original, plus de prise de risque, et tu sais que moi, je loue toujours l'expérimentation, la prise de risque et tout. Puis ça fait partie de ce chef-d'œuvre qu'est Xe. Ok. T'es parti, celui-là, j'en suis particulièrement fier. Ok. Et c'est peut-être le choix le plus dur, plus sérieux que tu vas avoir à faire. Tu vas aller chercher au fond de tes tripes. Jason X ou Alien Covenant. Oh non. Est-ce que je dois dire le meilleur? Encore une fois, l'intitulé comme ça, c'est toi qui gère c'est toi qui gère ton dilemme. Bon, je vais parler au fil de ma pensée, ça va le faire. Jason X est un meilleur film que Alien Covenant. Oh mon dieu. C'est même pas une populaire en plus. Les choses doivent être dites. D'accord. Oh, je pense que c'est quand même un petit peu une peau. Ouais, mais Jason X a ce côté série B, Z même, qui reprend du Madeleine de Proust en ce moment. Donc, ouais. Mais c'est limite, hein. C'est limite, hein. Ouais.
Ouais, Jason X est un meilleur film que Alien Covenant. Après, si tu me mets devant Alien Covenant avec des amis, notamment toi-même, où on dézingue le film à toute berzingue, justement. Incroyable. Bah peut-être que je préfère Alien Covenant, parce que je vais me taper des barres. Alors que, bon, Jason X, c'est marrant une fois c'est bien. Une fois, c'est bien. Mais Alien Covenant, c'est tellement horrible et c'est tellement... les choix sont tellement atroces, mais au point que je ne comprends même pas les choix. Alors que tu les comprends dans Jason X ? Franchement, plus. Plus. Faut remettre le contexte de Alien Covenant, c'est... On sort de l'horrible déception qu'est Prometheus. Et donc, dans ma tête, c'est... Voilà, j'ai vu le truc le plus horrible qui aurait pu être fait à Alien. Je sais qu'on va être dans la même lignée, donc ça va être nul. Donc voilà, pas de surprise. Je sais que ça va être mauvais. Mais le gars a réussi à faire un film encore plus mauvais que Prometheus. Rien ne va. Rien ne va. Et du coup, quitte à te faire tuer dans l'espace, Jason ou un alien ? Ah bah un alien. Okay. Il y a un xénomorphe devant mes yeux. Je veux au moins admirer ça une fois dans ma vie avant de mourir. Ah bah c'est clairement la dernière chose que tu vas admirer. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que le masque dégueulasse de Jason dans Jason X n'a pas grand-chose à m'apporter. Hein. Donc voilà. Jason X, pour ceux qui n'auraient pas, c'est une Vendredi 13 dans l'espace. Exactement. Voilà. Tout simplement. Bon, bah on arrive au dernier de mon côté. Ok. Qui est à la fois très simple, mais assez rigolo. Ok. Est-ce que tu préfères te retrouver dans un piège de Jigsaw ou dans le cube du film Cube ? Cube. Cube ? Ouais. Parce que le cube, il y a un côté complètement irréel. Et Ouais. peut-être que mon cerveau arrivera à déconnecter et se dire que c'est pas vrai. Et tu mourras dans une paix Peut-être. cérébrale. Et puis peut-être je vais m'en sortir parce que genre un coup de chat ou que avec l'équipe on lire va... les nombres premiers. Oui, putain c'est vrai, il y a ça aussi. Que Saw, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime quand même bien les films Saw malgré leur qualité fluctuante, c'est que je trouve ça vraiment horrible. Je trouve ça vraiment juste horrible. Le côté, bah ouais, en fait, tu vas te couper un bras juste pour t'en sortir. Ouais, non, c'est chaud. C'est que plusieurs fois, des fois, je me dis, mais même pas, je me coupe le bras, je dis, ok, je meurs, je fais pas le jeu. Bon bah voilà, ce qui nous amène à la fin. Ouais. On a terminé nos 5 tu préfères. C'était très sympa. Maintenant, on va passer à une nouvelle rubrique également, qui est celle des devoirs. Donc on va vous présenter un peu cette rubrique qui s'appelle les devoirs et vous allez pouvoir vous investir en plus dans cette rubrique avec nous. Le principe est simple. Depuis toujours avec Maxime et j'imagine vous aussi avec des amis, vous conseillez des choses. Des films, des séries, des livres. Mais c'est un peu une parole en l'air en fait finalement. Ah tu devrais regarder ça. Ouais. Ah je ouais, vais le ok, regarder. ouais, carrément je kiffe. Bon. Et tu passes à autre chose, jamais tu le regardes de ta vie parce que t'en as rien à foutre. Et en plus Non, tu sais que tu vas pas l'aimer ce truc de merde. Exactement. T'as juste dit, Non. ah ouais, ça a l'air pas mal pour être poli. Et bah cette fois-ci, plus dans Tourlot. Avec les devoirs, on sera obligé de regarder ce que nous conseille l'autre personne. Donc là, comme c'est le premier épisode, on n'a rien, mais ça veut dire que là, on va se donner des devoirs maintenant avec vous. Et dans 2 semaines, on se retrouve pour débriefer les devoirs qui ont été donnés par l'un et par l'autre. Et comme ça vous laisse aussi à vous le temps, si vous voulez, de découvrir ces devoirs. Maxime, Oui. Alors est-ce Benjamin. que tu veux me donner mon devoir ? Oui. Benjamin, tu vas regarder une série Ok, complète. ok. Mais t'inquiète, c'est pas très long. Tu vas regarder Guardians of Justice. Ok, Alors, elle est dispo sur Netflix. ok. Je t'en dis pas plus. Tu te renseigneras si tu veux te renseigner. Tu regardes Guardians of Justice et tu me dis ce que t'en as pensé. Ok, bah, tu m'en avais déjà un peu parlé, mais en effet, je l'ai jamais regardé. Et c'est très court. Donc, et c'est très court. Ouais, c'est très court. Et bah écoute, c'est marrant, parce qu'on va être à peu près sur la même lignée, parce que moi aussi, je vais te conseiller une série. Enfin, je vais te donner une série à regarder, et tu vas devoir regarder toute la première saison. Ok. Et cette série, c'est Calls. Ok. Top. Et bah, rendez-vous dans 2 semaines, du coup, pour ça. Donc, Calls et Guardian of Justice. C'est ça. C'est ça.
Maintenant qu'on en a fini avec les devoirs, on va pouvoir passer à la rubrique suivante qui est l'unpopular opinion. Exactement. Et cette fois, on va vous parler d'un film que l'on aime beaucoup, Maxime et moi. Quel est-il ? Et ben il s'agit de Fatal, de et avec Michael Youn. Donc ouais, Fatal, du coup, c'est un film qu'on aime beaucoup, toi et moi, mais effectivement, on a vu qu'avec le temps, et même parfois, chez des gens qui aiment bien le film, ils vont l'assumer eux-mêmes parfois comme un plaisir coupable en disant oui bon, c'est pas un grand film mais c'est rigolo quoi. Pour nous c'est tout simplement un bon film en fait. C'est ça, c'est-à-dire que pour nous c'est un film qui a des vraies idées de mise en scène, qui a des vraies intelligences d'écriture et qui est surtout intelligent, pertinent. C'est un film qui tient un discours à proprement parler et qui le tient bien et que je trouve d'ailleurs pour l'avoir revu assez récemment qui est peut-être même encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'était à sa sortie. Donc, du coup, on va revenir, et c'est un peu l'unpopular opinion du jour, c'est que, Fatal, c'est un film intelligent. Benjamin, toi, par exemple, qu'est-ce que tu trouves, de si intelligent, du coup, dans ce film, en quoi, toi, tu vas le trouver pertinent? Et pas simplement comme quelque chose de débilos, quoi. Ouais, en fait, t'as commencé à le dire quand tu présentais le film, c'est tout simplement son propos. Déjà avant tout. Je trouve qu'il a un propos hyper intéressant et en plus qu'il soit intéressant, il est très riche, très assumé. En fait, le truc c'est que Fatal, donc pour vous résumer le début du film, c'est Fatal qui est au top niveau. C'est le numéro uno de la musique et c'est un peu l'indétrônable, la star du moment, etc. Et on va vivre sa chute. Voilà, il va tomber au plus bas et il va essayer de se reconstruire. Donc c'est le schéma classique dans tout plein de films. De rédemption, oui, tout voilà, c'est simplement. ça, exactement. Et en fait, le truc, c'est qu'il va en profiter, du coup, pour faire une critique de l'industrie musicale et en profiter pour parodier tout plein d'aspects de la musique, que ce soit les cérémonies de récompense. Les pop stars qui peuvent arriver, la manière dont elles sont vendues par les équipes marketing. C'est ça. Et ce qu'elles sont aussi en elles-mêmes, les pop stars. Parce que du coup, on a deux pop stars principales dans le film, donc Fatal, qui représente une figure un peu du rap très masculine. Ça, c'est vraiment machiste, misogyne, tout ce que tu veux. Voilà, et va avoir son concurrent qui arrive, qui est magnifiquement joué par Stéphane Rousseau, qui s'appelle Chris Prolls, qui va représenter une pop star qui va utiliser de la musique électronique, du vocodeur, qui est un peu androgyne, qui en plus de ça fait de l'électro-bio, donc qui est proche de la nature. Et en fait, on va comparer aussi la figure du pop star du bad boy à la figure pop star de l'espèce de à la fois gendre parfait et cette espèce d'homme moderne qui casse complètement les codes. Et moi, ce que je trouve super intelligent aussi là-dedans, c'est notamment cette scène de fin où on se rend compte qu'en fait, les deux artistes se respectent et qu'en plus, ils sont tous les deux aussi stupides l'un que l'autre. Oui, c'est ça. Déjà, par cet aspect-là, on met les deux pop stars sur un pied d'égalité, c'est-à-dire ces deux stars complètement stupides qui font une musique pas très intelligente, mais qui est énormément très bien vendue par la machine musicale, donc par les médias, par les maisons de disques, et qui en font des espèces de machines à tubes, et à qui on prête des valeurs qui sont pas les leurs. Et d'ailleurs, c'est là où c'est assez intelligent avec Fatal, c'est que du coup, on apprend dans le film que Fatal s'appelle Robert Lafondu, qui vient de Savoie, et que du coup, il s'est donné lui-même une image un peu street cred pour pouvoir s'en sortir. Et qu'en fait, Chris Prolls, c'est globalement la même chose. C'est un fils à sa maman, complètement imbu de lui-même, qui plane à 100 000 et qui fait une musique aussi tout aussi bête finalement que Fatal. C'est ça. Et c'est là où même les parodies sont super bien faites. On a par exemple cette scène assez mythique où Chris Prolls représente cette espèce d'artiste qui veut se faire bien voir dans une espèce d'interview où on vient chez lui, où il explique qu'il fait l'électro-bio, où il plante son câble jack dans la nature pour dire qu'il s'inspire que des bruits de la nature, alors qu'en fait le mec fait une musique super électronique. Oui, c'est ça. Justement, électro-bio, on est bien là sur un terme marketing complètement débile, où l'électro, y a rien de plus artificiel parce que c'est un truc de machine, et le côté bio, non, si tu fais du bio, tu prends ta guitare, tu prends des sons naturels, et on représente bien cette espèce de grosse machine qu'est l'industrie musicale, qui te jette dès que t'es plus à la mode, et qui, alors que t'étais le numéro uno, justement, dès que tu fais un peu n'importe quoi, hop, c'est bon, t'es jeté, et puis au revoir. Et puis c'est bon, on a dû le nouveau, et puis il suffit finalement d'un clash à la télé pour retrouver la gloire en un instant, et le public oublie tout.
C'est-à-dire qu'il n'oublie pas non plus de critiquer le public. Oui. Et je trouve que quand tu critiques l'industrie musicale, c'est un peu le public qui fait aussi cette industrie musicale-là. Ah bah oui. Et c'est bien de ne pas que dire il y a des méchants, parce qu'en fait tout le monde est débile dans ce film. Ouais, voilà, et c'est ça. peut-être là où les gens font l'erreur de penser que c'est un film débile, parce que c'est un film où tous les personnages sont débiles. Ouais, Le public est débile, les fans sont débiles, l'industrie est débile, les médias sont débiles, les artistes sont débiles. Ouais, voilà, et là tu parlais justement du public, il y a 2 grosses représentations qui sont assez marquantes dans le film. C'est donc à la fin, au moment du super clash, où eux vont balancer leur message un peu, ça y est, ils ont compris qu'ils se respectent l'un l'autre, et ils vont balancer le message en mode, oui, l'important dans la musique, c'est la musique, machin, et tout. Là, ils se prennent la main, ils sont en mode, est-ce que vous êtes avec nous? Et là, tout le public fait, non! Non, genre, ils en ont rien à foutre, tu vois. Eux, ils veulent le sang. Eux, ils sont venus là pour voir le clash entre les deux. Le fait qu'ils se réconcilient, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est le sang et qui va gagner et donc être numéro uno. Donc, celui qu'il faudra soutenir, finalement. Ouais, exactement. Et ça, c'est assez marrant. Et ensuite, il y a aussi le personnage, du coup, je sais plus du tout comment s'appelle l'acteur, mais c'est celui qui joue aussi dans Nos Jours Heureux, là, qui fait le Québécois. Le fan de Fatal, qui va, du coup, révéler à Chris Prols que Fatal s'appelle, du coup, Robert, pardon. Genre Robert Lafondu, et qui vient de Savoie, voilà. C'est un mec, il est hyper fan de Fatal, il s'habille en baggy, casquette, machin et tout. Et on le revoit à la fin du film en mode fan de Chris Prols, et donc qui reprend un peu son style androgyne, etc. Et donc voilà, c'est une girouette en fait. Il est fan de quelqu'un, mais il est fan parce que c'est le mec à la mode du moment. Et voilà, ça par exemple, c'est des petites scènes, c'est des petites choses, mais en fait, Fatal, tout se passe dans le détail. Parce que évidemment qu'on a la comédie bien grasse, etc., pour faire marrer avec des bonnes blagues bien beaufs et tout. Mais en fait, la subtilité du film, elle est dans le détail. C'est là qu'il faut regarder pour vraiment comprendre en quoi le film est intéressant à analyser en plus derrière, en plus de t'être marré. Parce que évidemment que ça peut être un plaisir de base ou juste, voilà, tu te marres devant des blagues complètement ahurissantes, comme la parodie des Enfoirés, qui est absolument mythique, qu'on peut pas citer ici. Je sais pas à quel point on peut citer des trucs, donc on va éviter. Mais si vous avez vu le film, la parodie des Enfoirés, normalement ça vous a marqué, vous savez de quoi on parle. Voilà, en fait, c'est rempli de richesses un peu partout, vraiment parsemé. Et c'est ça qui en fait un film malin, malgré qu'on est aussi dans une comédie très grasse. Même si je peux souvent les critiquer, c'est quelque chose qui est assez propre aux comédies américaines des années 2000, d'avoir des comédies comme ça super grasses et super lourdes, mais d'avoir quand même un message. Je pense par exemple au film de Judd Apatow, au film de Will Ferrell. Bon, moi c'est pas trop ma cam, mais faut dire que pour la plupart, ils ont un propos et ils ont du sens, et qu'ils associent l'ultra potache et l'ultra gras à du sens et un discours. Et en fait, c'est un peu le propre de la satire. On a toujours été dans cette association d'humour gras et de propos politiques pertinents. Et je pense que la satire ne peut pas se dissocier de cet humour gras, finalement. Parce que sinon, ça fait juste critique intello. Et en fait, c'est vrai qu'il suffit de s'intéresser à tant soit peu au Star System et à ce qui peut s'y passer pour se rendre compte que les trucs qui sont écrits dans Fatal sont pas des trucs qui sortent de nulle part. Et c'est pas un scénario qui est pas juste là pour faire rire. Et que même la partie dans la Savoie, qui est peut-être la partie du film que j'aime un peu moins, pour aussi nuancer ce que je pense du film, surtout la partie avec la brown note. On sent bien qu'il fallait un gag pour terminer le film. Ouais. Du coup, on est aussi là-dedans, où finalement, Fatal, il s'en sort comment à la fin? Parce qu'il propose un truc authentique et un truc sincère, c'est-à-dire qu'il fait du rap de sa voix, parce qu'il assume je fais du rap, sauf que je viens de sa voix, je vais allier les deux et j'ai proposé quelque chose de sincère. Et au final, c'est comme ça aussi que le film se termine, parce qu'il propose quelque chose qui vient de lui, où il assume ce qu'il est, finalement. Ah ouais, totalement. Et puis, c'est important de parler du passage en Savoie, même si c'est pas le plus passionnant du film. C'est parce qu'il y a aussi, tu parlais de la notion, du coup, dès que, voilà, on tombe, tout le monde nous abandonne et tout. Mais on voit aussi, du coup, son cercle fort. C'est-à-dire que, finalement, on se rend compte aussi que, par exemple, celui qui fait ses beats, donc Vincent Dezania dans le film, son producteur Fabrice Eboué et son garde du corps Jérôme Le Banner,
en fait, eux, ils ont toujours envie de bosser avec lui. C'est juste que il a disparu, ils savent pas où il est, en fait. Et donc, à partir du moment où ils arrivent à le retrouver, ils vont le chercher en Savoie. Et donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est juste qu'on est entouré par un tas de personnes, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont rester. Mais il y en a. Et ça aussi, ça montre que quand tu perds la fame, certes, tu vas perdre des gens, mais en fait, c'est des personnes qui t'aimaient pas. Mm. Mais tu vas aussi te rendre compte de qui est vraiment là pour toi. Donc, sa mère, Armel, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais du coup, sa nouvelle copine, qu'il a connue quand il était jeune, bah Heidi, je crois, elle s'appelle Heidi en vrai Oui, c'est dans le vrai, film. ça s'appelle Heidi, oui, c'est ça. Tout simplement. Et du coup, ces 3 potes avec qui il faisait la musique, en fait, tout simplement. Et avec juste ces 5 personnes, il va réussir à revenir, se remotiver et à reconquérir finalement le terrain qu'il avait abandonné. Mm. Et je trouve ça très marrant aussi, une très bonne idée qu'ils ont fait, c'est que finalement la chanson avec laquelle il revient, c'est Fout ta cagoule, qui est le premier tube Ouais. de Fatal Bazooka pour nous, qui ne connaissions pas Fatal, en tout cas à part à travers le Morning Live. Quand Michael Youn a décidé de lancer une carrière pour Fatal, c'était avec Fout ta cagoule. Mm. Et donc, en fait, le film vient se marquer comme une origin story, finalement, Ouais. du personnage de Fatal Bazooka. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort et hyper intelligent. Mais c'est surtout avec les sons de Chris Prolls qu'on voit tout au long du film. Je trouve que d'ailleurs, Chris Prolls correspond étonnamment à des pop stars qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors qu'à l'époque où est sorti le film, Chris Prolls correspondait pas vraiment à des pop stars qu'on avait à l'époque. Non, c'était plus une vision, justement. En fait, je pense que Chris Proll se voulait ultra en avance. En tout cas, dans le film, il voulait le montrer en mode ultra en avance. Parce que, bon, et voilà, on commençait à sensibiliser un peu les gens sur certains sujets, donc notamment l'écologie, des choses comme ça. Et en fait, ils ont juste poussé le personnage à son paroxysme, qui est à peu près un truc normal aujourd'hui. Bah oui. C'est ça qui est amusant. Oui, et puis il est aussi l'opposé complet de Fatal. C'est-à-dire que Fatal, c'est les grosses voitures, la grosse industrie. Bon, bah, on va mettre un mec bio. Fatal, Ouais, c'est voilà. le virilisme poussé à son paroxysme. Bah, du coup, on va mettre une pop star androgyne en face. Et du coup, c'est fou à quel point ça s'est révélé vrai. C'est, je pense, une prédiction qui s'est fait malgré elle. Et c'est justement là où la satire peut trouver toute sa pertinence. Et on peut le voir, par exemple, sur des programmes comme South Park, où quand parfois tu regardes un épisode de South Park à l'année de sa sortie, tu te dis, ouais, franchement, ils abusent, c'est vrai qu'ils partent un peu loin. Tu regardes le même épisode 5 ans plus tard, t'as l'impression que l'épisode parle de l'actualité d'aujourd'hui, quoi. Parce que, avec la satire, tu prends un trait de la société pour l'exagérer et le pousser, mais un trait de société exagéré et poussé, c'est toujours ce vers quoi va une société. Et aussi, pour revenir sur la réflexion qu'on se faisait sur pourquoi ce serait une unpopular opinion de penser que Fatal est intelligent, je pense que, comme tu le disais, c'est un truc très américain de faire justement une comédie potache avec un message derrière. Et je pense que le cinéma français a pas été beaucoup habitué à ce genre de comédie, en fait, tout simplement. Généralement, soit on a le potage, soit on a le message. Ça concilie rarement les deux. Et donc, je pense que c'est pour ça que le public, quand Fatal est arrivé, le public était peut-être pas prêt à voir une comédie de la sorte, ou en tout cas pas prêt à le voir en France. Mais surtout qu'en France, on est habitué aux comédies potaches qui ont des discours très lisses. Oui. Et comme t'as dit très justement, on est aussi habitué aux films qui critiquent ouvertement, mais c'est des films qui vont pas être drôles généralement. C'est ça, exactement. Et pour le coup, le public français, c'est un peu comme le film de genre en France. T'entends plein de gens dire oui, mais de toute façon en France, on sait pas faire de films d'horreur, on sait pas faire de science-fiction. Parce que juste on n'est pas habitué, et parce que juste on n'a pas l'habitude d'en voir. Et de la même manière, et j'ai été le premier à le penser, quand tu regardes une comédie d'Adam Sandler, de Will Ferrell ou de Judd Apatow, tu la prends comme quelque chose d'archi débile de base. Alors que ces 3 artistes là sont des artistes qui font des trucs très pertinents. Et encore une fois, ça t'écorche la gueule de dire ça, Maxime. Ce que j'allais dire, Benjamin, ça va te surprendre de m'entendre dire ça, mais moi, ça par contre, pour le coup, c'est tellement pas mon humour que moi, je rigole même pas. Donc je passe pas un bon moment devant ça. Mais j'enlève pas que dans Présentateur vedette, là, avec Will Ferrell, c'est un film qui est quand même vachement pertinent. Donc moi, c'est vrai que je trouve ça finalement parfaitement normal de penser que Fatal est potache,
Mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette petite rubrique d'une popular opinion, c'est que vous puissiez aller revoir le film, que vous puissiez rigoler devant, comme vous l'avez toujours fait, mais juste en vous disant que vous rigolez devant un truc intelligent, et que vous rigolez pas simplement devant quelque chose de volontairement débile juste pour vous faire rire. Donc maintenant, on va passer à la fin de l'épisode et aux recommandations. Donc voilà, c'est une petite reco qu'on vous fait. Donc Maxime va vous faire une recommandation, moi aussi. Maxime, est-ce que tu veux nous dire ta petite reco de la semaine ? Oui, complètement. C'est un film qui est sorti cet été, qui a été produit par A24, donc un studio dont vous parlez plus tôt dans le podcast. Qui s'appelle Marcel, le coquillage, entre parenthèses, avec ses chaussures. Alors, je vous avoue qu'avec un titre pareil, vous devez dire qu'est-ce que c'est que ce truc si vous en avez pas entendu parler. Si vous en avez entendu parler et que vous l'avez pas vu, allez-y, parce que si vous l'avez pas vu, c'est peut-être que vous avez un peu peur du truc. Moi, j'ai découvert ça cet été au cinéma. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que pour une fois, c'est un film qui prend le parti pris de dire on va faire un film mignon. Bon, vous allez me dire, des films mignons, j'en ai vu des centaines. Sauf que là, c'est un film qui essaie de faire de la qualité avec du mignon. C'est-à-dire de pas mettre le mignon au rang d'un simple truc familial ou d'un simple truc complètement pathos. Là, on prend vraiment le truc en disant non, on va prendre du mignon et ça va être la qualité principale du film. Et le film, vous pouvez quand même le regarder en famille, vous pouvez le montrer à des enfants. Mais je vous assure, même moi, en tant qu'adulte, j'ai passé une des meilleures séances de cinéma de cette année avec ce film. Et c'est absolument génial. Ça regorge d'idées de mise en scène. J'ai même retrouvé un peu cette magie du cinéma, où il y a 2-3 plans où je me suis demandé, mais comment ils ont fait ça ? Parce qu'il n'y a pas d'utilisation d'images numériques dans le film. Tout est fait avec du stop motion, avec du trucage à l'ancienne. Et tout est filmé un peu en caméra embarquée, ce qui aide énormément, en fait, à l'immersion dans le film. Regardez Marcel, le coquillage avec ses chaussures, et de toute façon, on en reparlera dans le bilan de l'année, parce que moi, je vous le dis clairement, pour l'instant, il est dans mon top 5. Et donc, moi, je vais vous recommander un album. C'est l'album de Ichon. L'album s'appelle Casser ça. Et en gros, si vous connaissez pas Ichon, c'est un rappeur qui vient du groupe Bon Gamin, qui est un groupe qui est composé de Midsizer et Lovni. Et donc du coup, Ichon a sorti plusieurs projets en solo où il se cherchait beaucoup. Donc on a eu des albums de rap, on a eu des albums de rap un peu hardcore, genre qui tend limite vers le rock. On a eu un album beaucoup plus posé et chanté en tant que dernier album. Et ici, en fait, il revient avec un album qui conjugue tout ça. C'est-à-dire qu'il a pris tout ce qu'il a appris depuis, 10 ans à peu près. Depuis 10 ans, voilà, il a tenté plein de trucs. Et là, cet album vient vraiment clôturer tout un arc de son apprentissage. Et c'est un album vraiment complet. Il peut être un petit peu bordélique par moments parce que on va y retrouver de l'électro, du rap, du rock, de la chanson un peu funky, etc. Mais en fait, il y a tellement une âme derrière tout ça, quelque chose de purement sincère, qui fait que l'album passe tout seul déjà. Il est parfaitement bien orchestré, c'est 36 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une durée parfaite parce qu'on est dans une période où les albums doivent être toujours beaucoup plus longs. C'est au minimum 20 morceaux, t'as 1 heure d'album, c'est trop long. Et là, voilà, c'est un album qui passe tout seul. Voilà, je vous conseille de l'écouter. Si vous connaissez pas du tout, je pense que c'est un album qui est une bonne porte d'entrée dans son univers. Donc on est à la fin de l'épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode. On est très fiers de lancer cette aventure. Complètement. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, on a un Instagram, donc Treat My Cult. Voilà, vous pouvez nous envoyer des DM dessus, on vous répondra. N'hésitez pas à réagir si ça vous tente sur ce qu'il y a eu dans le podcast. Si vous avez des questions, on est là, on est au tout début, on a besoin de vous. Et ça fait vraiment plaisir que vous soyez là avec nous. On va essayer de vous offrir un podcast de qualité qui sortira toutes les 2 semaines. En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast. On est tellement heureux. Et écoutez, passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, peu importe où vous êtes. Et à bientôt, à dans 2 semaines. Ouais, allez, prenez soin de vous et à dans 2 semaines. Ciao. Ciao.